Lors du bal le plus luxueux de la ville, un millionnaire a pété les plombs en voyant sa femme enceinte marcher bras dessus bras dessous avec un autre homme. Et rien ne serait plus jamais comme avant. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire. Nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. La pluie tombait fort sur Paris ce jeudi de mars, transformant les rues du Marais en un labyrinthe de flaques et de précipitations. Élise courait entre les gouttes, équilibrant dans sa main droite un dossier rempli de curriculum vitae, et dans sa gauche, un parapluie qui s'obstinait à se retourner à chaque rafale de vent. À 26 ans, elle avait appris que le marché de la mode ne pardonnait pas les retards, surtout quand on était une administratrice fraîchement diplômée, essayant de prouver qu'elle comprenait autant les chiffres que la créativité. L'adresse, sur le papier, était brouillée par l'humidité, mais elle réussit à localiser le bâtiment, une ancienne maison au milieu de la rue des Rosiers, avec la peinture écaillée et une plaque discrète annonçant « Thomas Mercier, atelier ». La main monta les marches grinçantes, respira profondément et sonna à la porte. Le son résonna pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'une voix masculine fatiguée crie de l'intérieur « C'est ouvert ». Élise poussa la porte et se retrouva face à un décor qui mélangeait génie et chaos. Des tissus éparpillés sur le sol, des mannequins dénudés, des croquis griffonnés collés au mur, des machines à coudre empilées dans un coin, et, au centre de tout cela, un jeune homme aux cheveux foncés et aux yeux intenses, penché sur une table couverte de dessins. Il ne leva même pas la tête quand elle entra. « Si vous êtes de la banque, vous pouvez repartir avec vos avis d'échéance. Je sais que j'ai du retard sur les mensualités, » dit Thomas, continuant à griffonner furieusement sur le papier. « En fait, je viens pour le poste d'assistante administrative que vous avez publié dans le journal, » répondit Élise, essayant de ne pas montrer la nervosité qu'elle ressentait. Ce n'est qu'alors qu'il arrêta ce qu'il faisait et la regarda vraiment. Thomas avait ce type de beauté masculine qui s'accompagne d'une intensité presque troublante, des yeux qui semblaient voir au-delà des apparences et une bouche qui suggérait à la fois tendresse et obstination. Il l'analysa pendant quelques secondes, depuis ses cheveux châtains mouillés par la pluie jusqu'aux ballerines simples qu'elle portait, et Élise se demanda si elle avait passé le premier test. « Assistante administrative », répéta-t-il, comme s'il goûtait les mots. « Vous connaissez quelque chose à la mode ? Je sais que vous avez besoin de quelqu'un pour organiser ce désordre, » répondit Élise avec une franchise qui la surprit, « et je sais que le talent sans structure ne va nulle part. » Thomas rit pour la première fois depuis qu'elle était entrée. Ce n'était pas un rire moqueur, mais authentiquement amusé. « Vous êtes direct, n'est-ce pas ? Donnez-moi 3 raisons pour lesquelles je devrais vous embaucher. » Élise regarda autour d'elle, traitant rapidement ce qu'elle voyait. Il y avait du génie dans ce chaos, c'était indéniable. Les dessins éparpillés sur la table montraient des créations audacieuses, pleines de personnalité, complètement différentes de ce que les grandes marques produisaient. Mais il y avait aussi du désespoir dans les factures empilées, dans les appels téléphoniques non retournés qu'elle pouvait déduire des papiers froissés, dans l'épuisement qu'il portait sur ses épaules. Première raison, vous avez trop de talent pour être dans cet endroit. Deuxième, vous n'avez ni le temps ni la patience pour vous occuper de la partie administrative de l'entreprise. Et troisième, elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots, vous avez besoin de quelqu'un qui croit en votre travail, autant que vous y croyez. Thomas resta silencieux un long moment, puis il désigna une chaise cassée dans le coin. Vous pouvez vous asseoir. Parlons. C'est ainsi que commença un partenariat qui changerait à jamais leurs 2 vies. Élise découvrit que Thomas avait quitté l'école de mode 3 ans auparavant, avec des rêves grandioses et un talent indéniable, mais sans la moindre notion de comment transformer la créativité en durabilité. Il avait brûlé ses économies en louant cet espace, achetant des équipements et des tissus, misant tout sur un seul coup qui ne fonctionnait pas. Les clients n'apparaissaient pas, les fournisseurs réclamaient leur dû, et il était à quelques mois de devoir tout abandonner. « Je ne comprends pas », dit Thomas, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste qu'Élise découvrirait bientôt être caractéristique de lui quand il était frustré. « Je dessine des choses qu'aucune autre marque ne fait. J'ai des idées qui pourraient révolutionner le marché français. Pourquoi personne ne voit ça ?» Élise examina à nouveau ses créations. Il y avait quelque chose d'unique là, une signature, qui mélangeait des éléments de la culture française
avec une sophistication cosmopolite. Les silhouettes étaient audacieuses sans être vulgaires, les tissus avaient des textures intéressantes, les couleurs racontaient des histoires. Le problème n'était pas le talent, c'était l'exécution. Parce que vous essayez de tout faire seul, dit-elle, et parce que vous parlez aux mauvaises personnes. Thomas la regarda comme si elle venait de déchiffrer un code secret. Expliquez. Élise se leva et commença à marcher dans l'atelier, touchant les tissus, analysant les dessins, faisant des calculs mentaux. Vous avez ici assez de matériel pour au moins 20 pièces uniques, des pièces qui pourraient être vendues à un prix élevé si elles étaient représentées correctement. Mais vous essayez de concurrencer la fast fashion, vous tentez de produire à grande échelle, vous essayez de plaire à tout le monde en même temps. Elle s'arrêta devant un dessin particulièrement impressionnant. Une robe qui mélangeait la fluidité des vêtements de plage méditerranéens avec la structure sophistiquée de la haute couture parisienne. Cette robe pourrait être dans une soirée de gala au Ritz, mais vous essayez de la vendre dans un petit marché de rue. Et où devrais-je la vendre ? Demanda Thomas, sincèrement curieux. Dans les endroits où se trouvent les femmes qui peuvent payer pour ce que vous faites, et pas seulement payer, mais comprendre la valeur de ce qu'elles achètent. Élise se tourna vers lui, les yeux brillants, d'une énergie que Thomas n'avait pas vue depuis des mois. Vous avez besoin d'un défilé, pas un grand défilé, pas maintenant. Un défilé intime pour les bonnes personnes, une 50aine de personnes, peut-être moins, des rédactrices de mode, quelques clientes potentielles, des influenceuses, un événement qui leur donne l'impression d'être spécial, d'être là, comme si elles découvraient le prochain grand nom de la mode française. Thomas la regarda comme si elle venait de proposer qu'ils construisent un vaisseau spatial là même dans l'atelier. « Élise, j'arrive à peine à payer le loyer de cet endroit. Comment vais-je organiser un défilé ?» Avec créativité, avec des partenariats, avec beaucoup de travail et un peu de foi. Elle tira une chaise et s'assit en face de lui, avec cette détermination que Thomas apprendrait bientôt à reconnaître. Kay a admiré. « J'ai une proposition pour vous. Donnez-moi 3 mois. 3 mois pour organiser votre vie financière, créer une stratégie marketing et monter ce défilé. Si à la fin de cette période, vous n'êtes pas dans une meilleure situation qu'aujourd'hui, je partirai et vous ne me devrez rien. Et qui gagnez-vous » Élise sourit et pour la première fois, Thomas vit en elle non seulement la femme pratique et directe qui était entrée, mais aussi la rêveuse qui se cachait derrière l'attitude professionnelle. « Je gagne la chance d'aider à construire quelque chose de spécial. Je gagne l'expérience de travailler avec quelqu'un qui comprend vraiment la création. Et je gagne... » Elle fit une pause, comme si elle révélait un secret, la possibilité de me prouver que je peux être plus que quelqu'un qui organise la vie des autres. Thomas tendit la main. 3 mois. Élise serra sa main, sentant un courant électrique parcourir ses doigts. Ce n'était pas seulement une poignée de main qui scellait un partenariat professionnel. C'était le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore comprendre complètement. Les premiers jours furent un marathon de réorganisation. Élise arrivait tôt et partait tard, transformant le chaos créatif de Thomas en une opération minimalement fonctionnelle. Elle créa des tableaux, négocia des délais avec les fournisseurs, organisa un calendrier de production et, plus important, convainquit Thomas de se concentrer sur les pièces vraiment spéciales au lieu d'essayer d'embrasser le monde entier. « Vous devez arrêter de dessiner comme si vous alliez mourir demain », dit-elle un matin, trouvant Thomas encore à l'atelier, après avoir passé toute la nuit à travailler. La qualité plutôt que la quantité, toujours. Thomas était épuisé, avec des cernes profondes, mais il y avait une nouvelle énergie dans ses mouvements. Pour la première fois depuis des mois, il sentait qu'il construisait quelque chose de solide, pas seulement qu'il courait après les problèmes. « Je n'arrive pas à m'arrêter », admit-il, s'asseyant sur l'une des chaises qu'Élise avait réparées. « Quand je commence à dessiner, c'est comme si les idées ne s'arrêteraient pas de venir. Alors écrivez-les. Notez tout, mais concentrez-vous sur l'exécution d'une chose à la fois. » Élise s'approcha de la table où il travaillait, et leurs épaules se touchèrent un moment, tandis qu'elle organisait les dessins. Le contact fut bref, innocent, mais tous deux ressentirent quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Une connexion qui allait au-delà du partenariat professionnel. « Élise, » dit Thomas doucement. « Oui, merci. De croire en mon travail quand même, moi je n'y croyais plus. » Elle le regarda dans les yeux et vit une vulnérabilité qui le rendait encore plus attrayant.
Thomas n'était pas seulement un jeune talent luttant pour réussir. C'était un homme sensible qui avait tout misé sur un rêve et qui apprenait à faire confiance à nouveau. « Nous allons y arriver », dit-elle, avec une conviction qui les surprit tous les deux. Les semaines suivantes furent intenses. Élise découvrit qu'elle avait un talent naturel pour les relations publiques, réussissant à organiser des rencontres avec des journalistes, des blogueuses et des clients potentiels grâce à un mélange de charme, de persévérance et d'honnêteté sur le travail de Thomas. Elle ne mentait pas sur ce qu'il pouvait offrir, mais savait présenter ses créations de la manière la plus séduisante possible. Thomas, quant à lui, découvrit que travailler avec Élise était comme avoir une extension de sa propre créativité. Elle comprenait ses idées avant même qu'il finisse de les expliquer, anticipait ses besoins, et plus important, n'avait pas peur de le contredire quand elle pensait qu'il allait dans la mauvaise direction. « Cette robe est trop sage pour vous », dit-elle un après-midi, analysant un dessin que Thomas venait de terminer. « Comment ça? Vous essayez de plaire à un public qui n'est pas le vôtre. Cette robe pourrait être signée par n'importe quel styliste médiocre de Paris. Où est votre personnalité ?» Thomas soupira, sachant qu'elle avait raison. « J'ai peur d'être trop spécifique, et si les gens ne comprennent pas, les bonnes, personne comprendront, et ce sont les seuls qui importent. » Élise prit un crayon et commença à modifier le dessin, ajoutant quelques éléments qu'elle savait être caractéristiques du style de Thomas. Elle n'était pas une artiste comme lui, mais elle avait appris à lire son langage visuel. « Regardez, dit-elle, montrant le résultat. Maintenant, cette robe a votre signature. Maintenant, elle raconte une histoire. » Thomas regarda le dessin modifié, puis Élise. Il y avait quelque chose de presque intime dans la façon dont elle parvenait à comprendre et à améliorer ses idées, comme si elle avait un accès direct au recoin de son esprit créatif. « Comment ? »« Faites-vous cela ?» demanda-t-il. « Faire quoi ? Me comprendre. Parfois j'ai l'impression que vous connaissez mon travail mieux que moi-même. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Il marchait sur un territoire dangereux, où le partenariat professionnel commençait à se confondre avec quelque chose de plus profond et complexe. « Je fais simplement attention, » dit-elle, essayant de garder un ton décontracté. « Et je crois en ce que vous faites. » Mais quand leurs yeux se rencontrèrent, tous deux savaient qu'il y avait plus que de l'attention et de la croyance professionnelle. Il y avait de l'admiration mutuelle, de la complémentarité, une harmonie qui allait au-delà des affaires. Et il y avait aussi une tension sexuelle non déclarée, qui grandissait à chaque jour de travail commun. Le premier défilé de Thomas eut lieu dans une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés un vendredi soir fin mai. Élise avait réussi à convaincre le propriétaire de la galerie de céder l'espace en échange d'un pourcentage des ventes, et elle avait elle-même pris soin de chaque détail, de la liste des invités à la bande sonore, en passant par la décoration minimaliste qui mettait en valeur les créations sans rivaliser avec elles. 53 personnes vinrent. Parmi elles, 2 rédactrices de magazines spécialisés, une socialite connue pour lancer de nouveaux talents, quelques clientes potentielles et un groupe sélect d'influenceurs numériques qu'Élise avait soigneusement choisis pour leur alignement, qu'avec l'esthétique de Thomas. « Je suis nerveux, admit Thomas, ajustant sa cravate pour la 10e fois en 5 minutes. C'est normal. Vous êtes sur le point de montrer votre âme à un groupe d'étrangers, dit Élise, lissant délicatement sa veste. Mais rappelez-vous, ces personnes sont ici parce qu'elles veulent découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez juste besoin d'être vous-même. » Le défilé dura 22 minutes. 22 pièces qui racontèrent l'histoire d'une France sophistiquée, urbaine, qui dialoguait avec ses racines sans s'y accrocher. Les invités regardèrent dans un silence concentré, certains prenant des notes, d'autres absorbant simplement l'expérience. Quand le dernier mannequin quitta le podium et que Thomas apparut pour recevoir les félicitations, l'ovation fut spontanée et enthousiaste. Élise, regardant depuis un coin de la galerie, sentit ses yeux s'humidifier. Ce n'était pas seulement du bonheur pour le succès de Thomas, c'était de la fierté d'avoir fait partie de la construction de ce moment. « Félicitations », dit la rédactrice du principal magazine de mode français, s'approchant de Thomas. « C'était l'un des défilés les plus intéressants que j'ai vus depuis longtemps. J'aimerais vous interviewer la semaine prochaine. » D'autres personnes s'approchèrent, demandes de devis, invitations à des événements, propositions de partenariat. En 2 heures, Thomas avait vendu 8 pièces et programmé suffisamment de réunions pour les 3 prochains mois. « Nous avons réussi, dit-il à Élise,
quand ils se retrouvèrent enfin seuls dans la galerie vide, entourés des robes qui restaient des cabines d'essayage. « Vous avez réussi, » corrigea-t-elle. « J'ai juste organisé. » Thomas s'approcha d'elle, avec ce regard intense qu'Élise avait appris à reconnaître quand il était sur le point de dire quelque chose d'important. « Élise, sans vous rien de tout cela ne serait arrivé. Vous n'avez pas seulement organisé, vous avez cru, vous avez construit cela avec moi. » Ils étaient très proches maintenant, trop proches pour que ce soit juste une conversation entre partenaires de travail. Élise pouvait sentir son parfum, voir les petites lignes de fatigue autour de ses yeux, percevoir sa respiration légèrement accélérée. « Thomas » commença-t-elle, mais elle ne put terminer sa phrase. Il leva la main et toucha délicatement son visage, comme s'il demandait la permission. Élise ferma les yeux, se sentant partagée entre le désir et la prudence. Cela compliquerait tout. Cela changerait complètement la nature du partenariat qu'ils avaient construit. Mais quand elle ouvrit les yeux et vit la façon dont Thomas la regardait, avec un mélange d'admiration, de désir et de tendresse, toutes ses défenses rationnelles s'effondrèrent. Le premier baiser fut doux, presque hésitant. Mais quand Élise répondit, entrelaçant ses doigts dans ses cheveux, l'hésitation se transforma en certitude. Ils s'embrassèrent là même, entourés des robes et de l'énergie encore vibrante du succès partagé, sachant qu'ils franchissaient une ligne dont il n'y avait pas de retour. « Ça va tout compliquer », murmura Élise quand ils se séparèrent enfin. « Je sais », répondit Thomas appuyant son front contre le sien, « mais je ne peux pas faire semblant de ne pas ressentir cela pour vous. Moi non plus. » Ils quittèrent la galerie ensemble ce soir-là, main dans la main, sachant qu'ils venaient de commencer une histoire qui serait beaucoup plus grande et plus complexe que l'un ou l'autre aurait pu imaginer. Le partenariat professionnel s'était transformé en quelque chose d'infiniment plus dangereux et plus beau. Un amour qui avait grandi au milieu du travail acharné, de la confiance mutuelle et de la construction partagée d'un rêve. Dans les mois qui suivirent, Thomas et Élise devinrent inséparables. Ils travaillaient ensemble pendant la journée, explorant de nouvelles idées, développant la marque, conquérant des clients de plus en plus sophistiqués. Et ils passèrent les nuits ensemble, se découvrant en tant que couple, apprenant à naviguer dans l'intimité qui venait avec le partenariat professionnel. « Parfois j'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai », dit Élise un dimanche matin, allongée à côté de Thomas dans son petit appartement à Montmartre. « Pourquoi ? Parce que nous sommes partenaires en tout, au travail, dans la vie, dans les rêves. Et si quelque chose va mal dans un domaine, cela peut affecter tous les autres. » Thomas se tourna vers elle, avec ce sourire qui faisait encore accélérer le cœur d'Élise. « Alors faisons en sorte que rien n'aille mal. » Elle rit de sa confiance simple, mais au fond elle savait que ce n'était pas si simple. Ils construisaient un très beau château de sable, mais c'était tout de même un château de sable. Et les châteaux de sable, aussi soigneusement construits, soient-ils, sont toujours vulnérables aux vagues. Mais à ce moment-là, avec le soleil du matin entrant par la fenêtre et Thomas dessinant distraitement de petits motifs sur son dos, Élise choisit de croire en la version optimiste de l'avenir. Elle choisit de croire que l'amour et le talent seraient suffisants pour maintenir tout uni, peu importe quelle tempête se présenterait. Si elle avait pu remonter le temps, peut-être aurait-elle prêté plus attention aux petits signes qui commençaient déjà à apparaître. La façon dont Thomas était parfois distant quand le téléphone sonnait, la manière dont il évitait de parler de certaines invitations qu'il recevait, les mystérieuses réunions qu'il programmait, sans l'inclure, toujours avec des excuses vaguement plausibles. Mais elle était amoureuse, et les personnes amoureuses ont une capacité impressionnante à ignorer les détails qui ne s'intègrent pas dans l'histoire qu'elles veulent vivre. Élise avait choisi la version de l'histoire où elle et Thomas étaient des partenaires égaux, construisant ensemble un empire basé sur son talent à lui et sa vision stratégique à elle. Une histoire où l'amour et le travail se nourrissaient mutuellement, créant quelque chose de plus fort que ce que l'un ou l'autre aurait pu atteindre. Seul, c'était une belle histoire. Et pendant quelques mois, ce fut même vrai. Mais les histoires ont l'habitude gênante d'évoluer, même quand nous préférerions qu'elles restent exactement comme elles sont. Et l'histoire d'Élise et Thomas était sur le point de prendre des directions qu'aucun des deux ne pouvait prévoir, encore moins contrôler. Le succès a une saveur particulière, douce au début,
presque addictive, avec un arrière-goût amer qu'on ne perçoit que lorsqu'il est trop tard pour cracher. Élise le découvrit 6 mois après le premier défilé de Thomas, quand elle se réveilla un matin de novembre et réalisa qu'elle ne reconnaissait plus l'homme qui dormait à ses côtés. Ce n'est pas qu'il avait changé physiquement. Thomas était toujours le même homme aux yeux intenses et aux mains talentueuses qu'elle avait rencontré dans cet atelier chaotique du Marais. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa façon de respirer, comme si l'air qui entrait dans ses poumons était d'une qualité supérieure à ce à quoi le reste du monde avait droit. C'était la respiration de quelqu'un qui avait goûté à la célébrité et décidé qu'il aimait beaucoup cette saveur. L'atelier avait déménagé dans un espace 3 fois plus grand à Saint-Germain-des-Prés, avec un plafond haut, un éclairage professionnel et une réception qui ressemblait plus à l'antichambre d'une galerie d'art. Élise avait personnellement choisi chaque élément de la décoration, des plantes qui créaient une atmosphère accueillante au canapé en cuir où les clients attendaient les consultations. Tout était pensé pour communiquer la sophistication sans froideur, l'exclusivité sans arrogance. « Bonjour, célébrité », dit-elle, embrassant le front de Thomas quand il se réveilla enfin. Il était déjà plus de 10 heures. « Bonjour, ma stratège », répondit-il, la tirant de nouveau vers le lit. « Quelle heure est ma première réunion déjà ?»« Midi, avec la rédactrice de Vogue. Vous vous rappelez, n'est-ce pas ?» L'interview qui pourrait déboucher sur un article de couverture. Thomas acquiesça distraitement, son esprit déjà ailleurs. Élise remarqua qu'il avait développé cette habitude ces dernières semaines, être d'accord avec elle sans vraiment écouter ce qui était dit. Comme si la confiance qu'il avait développée dans son jugement professionnel s'était transformée en une sorte de pilote automatique émotionnel. « Thomas, » dit-elle, le forçant à la regarder dans les yeux, « cette interview est importante. La journaliste est connue pour poser des questions difficiles. Pas d'improvisation, d'accord ? Nous allons revoir les points principaux à l'heure du café. » « Détends-toi, mon amour. »« Je sais ce que je fais, » dit-il, se levant et marchant vers la salle de bain avec cette nouvelle confiance qui parfois irritait Élise plus qu'elle ne voulait l'admettre. 6 mois auparavant, Thomas aurait été nerveux pendant toute une semaine avant une interview comme celle-ci. Il aurait demandé à Élise de faire une simulation. Il aurait répété les réponses. Il se serait inquiété de chaque détail, des vêtements qu'il porterait à la façon de saluer la journaliste. Maintenant, il semblait croire que son charme naturel et son talent suffiraient pour n'importe quelle situation. Et peut-être que c'était le cas. Mais Élise avait appris que dans le monde de la mode, particulièrement en France, le talent sans stratégie était comme une voiture de course. Sans frein, elle pouvait aller loin, mais les accidents étaient inévitables. Le téléphone sonna pendant que Thomas prenait sa douche. C'était Sophie, l'attachée de presse qu'ils avaient engagée le mois précédent, lorsque les demandes d'interview avaient commencé à dépasser la capacité d'Élise à gérer seule. « Élise, nous avons un problème », dit Sophie sans préambule. L'article qui est paru dans le Figaro hier sur Thomas génère des commentaires étranges sur les réseaux sociaux. Élise sentit son estomac se contracter. L'article avait été positif, présentant Thomas comme l'un des principaux talents émergents de la mode française. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? Quel genre de commentaires? Il se demande pourquoi vous n'êtes jamais mentionné. Dans les interviews, certains demandent qui est le véritable cerveau derrière la marque, et il y a une blogueuse influente qui insinue que Thomas efface délibérément vos contributions. Élise ferma les yeux. C'était exactement le type de controverse qu'elle avait essayé d'éviter depuis le début. Dans le monde de la mode, les partenariats créatifs étaient toujours compliqués, surtout quand ils impliquaient des couples. Il y avait une tendance naturelle à essayer d'identifier qui était le vrai talent, comme si la créativité était une ressource limitée, qui ne pouvait pas être partagée. Que disent-ils exactement? La blogueuse Marion Lefebvre, vous la connaissez, a posté hier soir en se demandant pourquoi Thomas ne mentionne jamais sa associée dans les interviews. Elle a fait des recherches et découvert que vous étiez présente à toutes les réunions importantes des premiers mois, mais que dans les articles récents, votre nom n'apparaît tout simplement pas. Élise connaissait Marion Lefebvre, une ancienne rédactrice de mode devenue influenceuse digitale, qui avait la réputation d'être trop perspicace pour le confort des marques. Si elle avait remarqué le modèle, d'autres personnes l'avaient aussi remarqué. « Sophie, je dois voir ces commentaires.
Pouvez-vous m'envoyer le lien? Je l'ai déjà envoyé par WhatsApp. Élise, pensez-vous que nous devrions parler à Thomas de cela avant l'interview d'aujourd'hui? Élise hésita. C'était une question simple, mais chargée d'implications. Si elle abordait le sujet avec Thomas, elle admettrait qu'elle se sentait diminuée. Si elle ne le faisait pas, elle permettrait que le schéma continue. « Laissez-moi y réfléchir, dit-elle finalement. Quand Thomas sortit de la salle de bain, Élise était assise sur le lit avec son téléphone à la main, lisant les commentaires, que Marion Lefebvre avait compilés. Ils n'étaient pas offensants, mais ils étaient perspicaces d'une manière qui la mettait mal à l'aise. Quiconque suit la carrière de Thomas depuis le début sait qu'il n'a pas construit cela seul. Où est la partenaire qui a organisé le premier défilé? Pourquoi a-t-elle disparu du récit? Intéressant comme le talent masculin est toujours accompagné d'une équipe invisible de femmes qui font le travail, n'est-ce pas? Je ne dis pas que Thomas n'a pas de talent. Je trouve juste curieux que quelqu'un qui ne pouvait pas payer le loyer de son atelier il y a 1 an parle maintenant comme s'il avait toujours su exactement comment construire une marque. Thomas s'approcha d'elle, encore en train de se sécher. Un problème? Élise le regarda, essayant de décider comment aborder le sujet. Thomas rayonnait, avec cette énergie de quelqu'un qui était sur le point de conquérir le monde. Elle ne voulait pas être la personne qui jetait un seau d'eau froide sur cet enthousiasme. « Rien d'important, dit-elle, rangeant son téléphone. Juste des bêtises sur Internet. » C'était la première fois qu'elle lui mentait sur quelque chose liée au travail. Un petit mensonge apparemment inoffensif, mais qui créa une fissure presque imperceptible entre eux. Élise ne le savait pas encore, mais elle plantait la première graine de la distance qui grandirait entre eux dans les mois suivants. L'interview avec la rédactrice de Vogue eut lieu dans le nouvel atelier. Élise avait tout préparé dans les moindres détails. Des fleurs fraîches, un café spécial, quelques pièces exposées stratégiquement qui racontaient l'évolution du travail de Thomas. Elle resta en coulisses, comme toujours, s'assurant que tout se déroulait parfaitement. La journaliste, Amélie Dubois, était une femme d'une 40aine d'années, avec ce type d'élégance sévère qui vient de décennies à naviguer dans le monde de la mode. Elle salua Thomas cordialement, mais Élise remarqua que ses yeux faisaient une cartographie soigneuse de l'espace, enregistrant chaque détail. « Thomas, vous avez construit quelque chose d'impressionnant ici, » dit Amélie, s'asseyant sur le canapé qu'Élise avait choisi. « En moins d'1 an, vous êtes passé d'un atelier improvisé à devenir l'un des noms les plus commentés de la mode française. Comment s'est déroulée cette transformation? » Élise, en train d'organiser des tissus sur une table proche, prêta attention à la réponse. Ce fut une combinaison de beaucoup de travail, de quelques bonnes décisions et évidemment de chance, dit Thomas avec un sourire charmant. Je pense qu'il arrive un moment où vous devez parier sur vous-même, vous. Savès, arrêtez d'avoir peur de montrer qui vous êtes vraiment. Et quelles étaient ces bonnes décisions? Principalement me concentrer sur la qualité plutôt que la quantité, ne pas essayer de plaire à tout le monde, et comprendre que la mode consiste à raconter des histoires, pas seulement à faire de beaux vêtements. C'était une réponse intelligente qui démontrait une maturité commerciale. Mais Élise remarqua que Thomas parlait comme si ses perceptions lui étaient venues naturellement, comme si elles étaient le fruit de sa propre évolution artistique. Non pas qu'il mentait délibérément. Élise soupçonnait que Thomas croyait vraiment qu'il était arrivé à ses conclusions seul. Vous travaillez seul ou vous avez une équipe? Élise arrêta de faire semblant d'être occupée à organiser des tissus et prêta une attention totale à la conversation. J'ai quelques employés, bien sûr. Une couturière fantastique, un assistant, une personne qui s'occupe de la partie administrative, répondit Thomas. Mais le processus créatif est très personnel pour moi. J'ai besoin de sentir que chaque pièce porte ma signature, vous comprenez? Élise sentit quelque chose de glacial se répandre dans sa poitrine. Elle venait d'être réduite à une personne qui s'occupe de la partie administrative. Pas la partenaire qui avait cru en lui quand personne d'autre ne croyait. Pas la femme qui avait organisé le premier défilé et développé la stratégie marketing qu'il avait mis sur la carte. Juste quelqu'un qui s'occupait de la partie administrative. « Et comment est votre processus créatif ?» continua Amélie. Thomas s'anima, comme cela arrivait toujours quand le sujet était le processus créatif. Il parla pendant 15 minutes d'inspiration, de l'importance de comprendre la femme française contemporaine, de la responsabilité sociale de la mode.
C'étaient des idées authentiques et articulées, mais Élise se souvenait de quand ces idées étaient nées, dans les longues conversations qu'ils avaient eues durant les premiers mois de leur partenariat, quand ils restaient tard à l'atelier à débattre de philosophie de la mode et de stratégie de marché. Quand l'interview fut terminée, Thomas était euphorique. « Je pense que ça s'est très bien passé », dit-il à Élise, tandis qu'ils accompagnaient Amélie jusqu'à la porte. Elle a posé des questions intelligentes et j'ai pu bien expliquer la vision de la marque. Élise sourit et acquiesça, mais il y avait quelque chose de serré dans sa gorge qu'elle n'arrivait pas à identifier exactement. Était-ce de la jalousie, de la douleur, ou simplement la perception troublante qu'elle était progressivement écartée de l'histoire qu'elle avait aidé à écrire? 2 semaines plus tard, l'article parut dans Vogue. 4 pages sur Thomas, avec de belles photos de l'atelier et des créations les plus récentes. Le titre était « Le nouveau talent français qui conquiert Paris ». Thomas apparaissait comme un jeune visionnaire qui avait surmonté les difficultés financières grâce à la détermination et au talent, construisant une marque qui représentait la sophistication française contemporaine. Élise était mentionnée une seule fois dans une ligne qui disait « Thomas compte sur une petite équipe d'employés dévoués qui l'aident à maintenir le haut niveau de la marque. C'est parfait, tu ne trouves pas ?» dit Thomas, montrant le magazine à Élise comme un enfant fier exhibant un dessin à ses parents. « Oui, » acquiesça Élise. Mais cette nuit-là, quand Thomas dormait profondément à côté d'elle, elle resta éveillée à regarder le plafond, essayant de comprendre quand exactement elle était devenue une employée dans sa propre histoire d'amour. Les mois suivants furent une succession de succès professionnels qui masquèrent l'érosion progressive du partenariat personnel. Thomas fut invité à défiler à la Semaine de la mode Paris, la principale plateforme de nouveaux talents du pays. Il obtint des contrats avec 3 multimarques de luxe à Paris et une à Nice. Son agenda devint si chargé qu'Élise dut engager une secrétaire juste pour gérer ses engagements. « Je pense qu'il est temps d'envisager une expansion, » dit Thomas. Un matin de décembre, regardant les tableaux financiers qu'Élise avait préparés. « Les chiffres sont bons, la demande augmente. C'est peut-être le moment de passer à l'étape suivante. » Élise le regarda par-dessus les rapports. Ils étaient dans le bureau qu'elle avait aménagé à l'arrière du nouvel atelier, entouré de graphiques de vente, de projections de croissance et de propositions de partenariat. Expansion. Comment? Je ne sais pas. Une boutique physique, peut-être, ou accepter l'une des propositions d'investissement que nous avons reçues. Élise fronça les sourcils. C'était la première fois que Thomas mentionnait des propositions d'investissement. Quelle proposition? Thomas hésita une fraction de seconde, comme s'il réalisait qu'il avait révélé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Certaines personnes ont manifesté de l'intérêt pour investir dans la marque. Rien de concret encore. Quelle personne? Thomas? Élise, ce ne sont que des conversations préliminaires. Ça ne vaut même pas la peine d'en discuter encore. Mais Élise connaissait Thomas trop bien pour ne pas percevoir quand il était évasif. Il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas, une conversation ou une réunion dont elle avait été exclue. Thomas, nous avons toujours parlé de tout ce qui concerne la marque. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ces propositions? Thomas soupira, passant sa main dans ses cheveux dans ce geste qu'Élise connaissait bien. Parce que je savais que tu voudrais tout analyser dans les moindres détails, avant même de savoir si ce sont des propositions sérieuses. Et parfois, Élise, il faut laisser les choses couler naturellement. Laisser les choses couler naturellement, répéta Élise, sentant une irritation croissante. Thomas, tu étais en faillite il y a 1 an. Rien de tout cela n'est arrivé naturellement. C'est arrivé parce que nous avons planifié, parce que nous avons travaillé, parce que nous avons pris des décisions stratégiques conscientes. Je le sais, dit Thomas, mais il y avait une impatience dans sa voix qu'Élise ne reconnaissait pas. Mais maintenant les choses sont différentes. La marque a sa propre vie. Je dois prendre certaines décisions basées sur l'intuition, pas seulement sur le tableau. Élise le regarda fixement, essayant de comprendre quand exactement le « nous » s'était transformé en « je » dans ses phrases. « Et je ne fais pas partie de cette intuition ?» Thomas se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur Saint-Germain-des-Prés. Élise remarqua qu'il portait une chemise qu'elle ne connaissait pas, quelque chose de cher, probablement d'une marque italienne. « Élise, tu es fondamentale pour la marque. Tu le sais,
Mais j'ai besoin d'espace pour grandir en tant que créateur. En tant qu'entrepreneur, j'ai besoin de prendre certaines décisions seul. Des décisions comme accepter des propositions d'investissement sans me consulter. Des décisions comme explorer des opportunités sans avoir à justifier chaque conversation que j'ai. Le silence qui suivit était chargé de tensions non dites. Élise réalisa qu'ils étaient arrivés à un point d'inflexion dans leur relation, un moment où ils devraient décider s'ils étaient des partenaires égaux ou si elle était devenue une employée très bien payée de quelqu'un qui ne la voyait plus comme égale. « Thomas, dit-elle finalement, avec un calme qu'elle ne ressentait, « Paysan, nous avons construit cela ensemble. Je ne suis pas une consultante externe que tu as engagée. Je suis ta partenaire, dans la vie et au travail. » Thomas se tourna vers elle, et pour la première fois depuis des mois, Élise vit sur son visage la vulnérabilité qui avait disparu, avec les difficultés financières. « Je sais, mon amour, et je ne veux pas changer cela, je veux juste... » Il hésita, cherchant les mots justes. « Je veux juste m'assurer que le succès que nous construisons est durable. » Et parfois cela signifie explorer des voies qui peuvent ne pas avoir de sens sur le papier, mais qui ont du sens pour l'évolution de la marque. Élise voulait le croire. Elle voulait croire que l'exclusion qu'elle ressentait était le fruit de sa propre insécurité, pas d'un changement réel dans la dynamique entre eux. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Thomas évitait son regard qui lui faisait soupçonner qu'il y avait beaucoup plus derrière ces conversations préliminaires qu'il ne l'admettait. « D'accord, dit-elle, mais je veux être impliquée dans les prochaines conversations, qu'elles semblent prometteuses ou non sur le papier. »« Bien sûr, » acquiesça rapidement Thomas, « c'est évident que tu seras impliqué. » Mais quand il l'embrassa avant de sortir, pour un déjeuner avec un fournisseur, Élise eut l'impression d'être embrassée par quelqu'un qui avait déjà pris des décisions importantes sur leur avenir à tous les deux et qui attendait simplement le bon moment pour les communiquer. Le premier indice que ses soupçons étaient fondés arriva 3 jours plus tard par un appel téléphonique de Sophie. « Élise, as-tu vu la colonne sociale du Monde aujourd'hui ?»« Non, pourquoi ?» Thomas apparaît sur une photo d'un événement à Neuilly-sur-Seine hier soir. Il était accompagné. Élise sentit son cœur s'accélérer. Accompagné comment? Par une femme. La légende dit que c'est Camille Moreau, influenceuse digitale spécialisée dans la mode. Apparemment, elle est la fille d'un entrepreneur du secteur textile. Élise connaissait le nom. Camille Moreau avait presque 200 000 abonnés sur Instagram, où elle postait des looks sophistiqués et des conseils de mode pour les femmes à haut revenu. Elle était jeune, belle, et avait ce type de connexion familiale qui ouvre des portes dans le monde des affaires. « Thomas m'a dit qu'il allait dîner avec un fournisseur, » dit Élise, plus pour elle-même que pour Sophie. « Élise, veux-tu que j'enquête un peu plus sur cela ?»« Non, » répondit rapidement Élise. « Ce n'est pas nécessaire, ce doit être juste du travail. » Mais quand elle raccrocha, elle passa les 20 minutes suivantes à regarder le profil de Camille Moreau sur Instagram. Les photos montraient une femme de 25 ans avec un style impeccable et un réseau social enviable. Dans les stories les plus récentes, il y avait quelques enregistrements d'une soirée à Neuilly-sur-Seine, le même événement où Thomas était apparu dans la colonne sociale. Élise essaya de se convaincre qu'elle était paranoïaque. Thomas recevait des invitations pour des événements tout le temps, et cela faisait partie de son travail d'y assister et de faire du réseautage. Le fait qu'il soit allé accompagné d'une influenceuse pourrait être simplement une stratégie marketing, une façon de générer du buzz sur la marque à travers l'association avec une personnalité digitale pertinente. Mais quand Thomas rentra à la maison ce soir-là, il ne mentionna pas l'événement. Il parla de sa journée de travail, demanda les rendez-vous de la semaine suivante, commenta un film qu'il voulait voir le week-end. Il ne dit pas un mot sur avoir passé la soirée précédente à un important événement social, encore moins sur avoir été accompagné de l'une des influenceuses les plus visibles de la mode parisienne. C'était le deuxième mensonge, ou omission, significatif entre eux. Et Élise commença à réaliser que les mensonges, comme les blessures, ont tendance à se multiplier quand ils trouvent un terrain fertile. « Thomas, » dit-elle pendant qu'ils dînaient, « comment s'est passée la rencontre avec le fournisseur hier ?» Thomas mâcha lentement, comme s'il gagnait du temps pour formuler sa réponse. « C'était bien. Nous avons parlé de quelques possibilités de partenariat pour l'année prochaine. » « Quel genre de partenariat ?»
Rien de concret encore. Juste des idées. Élise acquiesça mais mentalement nota une évasive de plus. L'homme qui avait l'habitude de lui raconter chaque détail de chaque réunion d'affaires offrait maintenant des réponses vagues sur des rencontres qui impliquaient apparemment des influenceuses et des événements sociaux. Cette nuit-là, quand Thomas dormait à côté d'elle, Élise resta à regarder le plafond, essayant de décider si elle devait le confronter directement sur la photo dans la colonne sociale ou si elle devait attendre pour voir s'il mentionnerait le sujet spontanément. C'était un dilemme qui résumait parfaitement la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle voulait croire en l'homme dont elle était tombée amoureuse, mais ne pouvait ignorer les preuves que cet homme se transformait en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas complètement. Ce qu'Élise ne savait pas encore, c'est que Thomas traversait son propre dilemme. Le succès avait apporté des opportunités qu'il n'avait jamais imaginées, mais il avait aussi apporté des pressions et des tentations qu'il ne savait pas comment gérer. Camille Moreau s'était approchée de lui avec une proposition qui était à la fois professionnelle et personnelle, un partenariat qui pourrait amener sa marque à un niveau complètement nouveau, mais qui exigerait des changements dans la façon dont il conduisait les affaires, et possiblement dans la façon dont il conduisait sa vie personnelle. Thomas aimait Élise, il l'aimait encore profondément, mais il commençait à se demander si l'amour qu'il partageait était compatible avec le niveau d'ambition qui s'était éveillé en lui. Élise représentait la sécurité, le partenariat, la construction solide. Camille représentait les possibilités, les connexions, un avenir qui pourrait être beaucoup plus grand que tout ce qu'il avait imaginé. Il n'avait pas encore pris de décision définitive, mais il n'était pas non plus complètement honnête avec Élise sur les conversations qu'il avait. Et cette malhonnêteté, même motivée par la tentative de la protéger de préoccupations prématurées, créait une distance entre eux qui grandissait chaque jour. Le lendemain, Élise décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, enquêter discrètement sur les activités de Thomas. Pas par méfiance romantique, ou du moins pas seulement pour cela, mais par une nécessité professionnelle de comprendre ce qui se passait avec la marque qu'elle avait aidé à construire. Elle commença par revoir les emails corporatifs, cherchant des correspondances qui pourraient révéler des réunions ou des négociations dont elle n'était pas au courant. Elle trouva quelques messages avec des personnes qu'elle ne connaissait pas, mais rien qui semblait définitivement suspect. C'est quand elle décida de jeter un coup d'œil aux réseaux sociaux de Thomas qu'elle trouva le premier indice réel. Dans ses stories, il y avait un enregistrement d'un déjeuner dans un restaurant sophistiqué de la Défense. Rien d'extraordinaire, sauf que dans la story suivante, Camille Moreau avait posté une photo du même restaurant, à la même heure, avec la légende « Réunions importantes ». Élise sentit quelque chose se tordre dans son estomac. Ce n'était pas exactement une preuve de trahison, mais c'était une confirmation que Thomas et Camille s'étaient rencontrés au moins 2 fois en une semaine, et Thomas n'avait mentionné aucune des rencontres. Elle décida de prendre une action directe. Elle appela Thomas en milieu d'après-midi. « Salut mon amour, comment se passe ta journée ?»« Chargée mais productive, » répondit Thomas. « Je viens de sortir d'un déjeuner de travail. »« Avec qui ?» Une pause presque imperceptible. « Avec un investisseur potentiel, rien de spécial. » Élise ferma les yeux. Encore un mensonge. « Thomas, pouvons-nous parler ce soir, quand tu rentreras à la maison ?»« Bien sûr, il s'est passé quelque chose. »« Rien d'urgent. Juste quelque chose sur la marque dont j'aimerais discuter avec toi. » Quand Thomas rentra ce soir-là, Élise avait préparé un dîner spécial et ouvert une bouteille du vin qu'il gardait pour les occasions importantes. Non pas qu'elle ait quelque chose à célébrer, mais parce qu'elle savait que les conversations difficiles sont plus douces quand elles se déroulent dans des environnements soigneusement préparés. « Quelle occasion spéciale est-ce » demanda Thomas l'embrassant par derrière, tandis qu'elle finissait d'arranger la table. « Aucune occasion spéciale. J'ai juste pensé que ce serait bien de parler calmement des directions de la marque. » Ils dînèrent en parlant de sujets triviaux. Le temps, un film qu'Élise avait vu, des plans pour le week-end, mais Élise percevait que Thomas était légèrement tendu, comme s'il pressentait qu'une conversation importante allait venir. Quand ils eurent fini de manger, Élise servit plus de vin et s'assit en face de lui. « Thomas, j'ai besoin de te poser une question, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. » Thomas la regarda avec une expression prudente.
Bien sûr, tu peux demander. Est-ce que tu me caches quelque chose en rapport avec la marque? Thomas hésita un moment trop long. Pourquoi demandes-tu cela? Parce que j'ai l'impression que tu as des réunions et fais des contacts dont je ne suis pas au courant. Et cela m'inquiète, non seulement comme ta petite amie, mais comme ta partenaire d'affaires. Thomas soupira, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. Élise, je ne te cache rien. Juste, certaines opportunités sont apparues et je les explore lentement, essayant de comprendre si elles ont du sens avant de t'impliquer. Des opportunités comme ce partenariat avec Camille Moreau. L'expression de Thomas changea instantanément. Surprise, suivie de quelque chose qui pourrait être de la culpabilité. Comment as-tu su pour ça? Thomas, vous avez tous les deux posté des photos du même restaurant à la même heure hier. Ce n'est pas exactement de la discrétion. Thomas posa son verre sur la table et passa ses mains dans ses cheveux. Ce n'est pas ce que tu penses. Élise, et que penses-tu que je pense? Qu'il y a quelque chose de personnel entre Camille et moi. Il n'y a rien, c'est juste du travail. Élise le regarda fixement. Si c'est juste du travail, pourquoi ne m'as-tu pas parlé des réunions? Thomas se leva, marchant jusqu'à la fenêtre du salon. Élise remarqua qu'il était vraiment mal à l'aise, mais ne pouvait pas distinguer si c'était le malaise d'avoir été découvert en train de faire quelque chose d'illicite ou simplement d'avoir été forcé à une conversation qu'il ne voulait pas avoir. « Parce que je savais que tu allais réagir exactement comme ça », dit-il finalement. « Tu allais vouloir connaître chaque détail, analyser toutes les implications, transformer une simple exploration d'opportunités en une discussion sur la confiance et le partenariat. » Élise se sentit comme si elle avait reçu une gifle. Désolé. De vouloir être impliquée dans les décisions concernant la marque que j'ai aidé à construire. Ce n'est pas ça, Élise. Tu sais que ce n'est pas ça. Alors explique-moi ce que c'est. Thomas se tourna vers elle, et Élise vit sur son visage un mélange de frustration et de quelque chose qui pourrait être de la pitié. Élise, tu es incroyable dans ce que tu fais. Tu as organisé ma vie, structuré ma carrière, m'a donné la base solide dont j'avais besoin pour grandir. Mais maintenant je suis à un moment où j'ai besoin d'un type différent de partenariat. Quel type? Un type qui me connecte avec des personnes qui peuvent amener la marque au niveau suivant. Camille a des contacts que nous n'avons pas. Elle connaît des investisseurs, a accès à des cercles sociaux qui peuvent ouvrir des portes importantes. Et elle comprend le marché digital d'une façon que nous deux sommes encore en train d'apprendre. Élise traita ce qu'il disait. Il y avait une logique commerciale là-dedans, elle devait l'admettre. Mais il y avait aussi une blessure croissante dans la façon dont Thomas articulait le besoin de croissance, comme si elle était un obstacle au lieu d'une solution. Et tu penses que je ne peux pas apprendre, que je ne peux pas développer ces contacts. Ce n'est pas une question de pouvoir ou ne pas pouvoir, Élise. C'est une question de temps et d'adaptation naturelle. Camille est déjà dans ce monde. Elle y a grandi. Élise acquiesça lentement, commençant à comprendre la vraie nature de la conversation qu'ils avaient. Ce n'était pas à propos de mensonges ou de trahison. C'était à propos de classe sociale, d'appartenance, du type de partenariat que Thomas pensait avoir besoin pour atteindre le niveau de succès qu'il avait commencé à ambitionner. « Thomas, dit-elle doucement, es-tu en train de me dire que je n'appartiens pas au monde où tu veux arriver? Je suis en train de dire que peut-être nous devons tous les deux admettre que j'ai besoin d'explorer certaines opportunités, seul, au moins au début. » Le silence qui suivit fut le plus douloureux qu'Élise ait jamais expérimenté. C'était le silence de quelqu'un découvrant que l'amour n'est pas toujours suffisant pour maintenir deux personnes ensemble, quand l'une d'elles décide qu'elle a besoin d'un type différent d'avenir. « D'accord, dit-elle finalement, explore ces opportunités, mais je veux que tu sois honnête avec moi à leur sujet. Je ne veux plus découvrir des réunions importantes à travers des stories. Instagram. Je te le promets, dit Thomas, revenant près d'elle. Et Élise, ça ne change pas ce que je ressens pour toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Élise le laissa l'embrasser. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'étreinte. Ce n'était plus l'étreinte de deux partenaires égaux affrontant le monde ensemble. C'était l'étreinte de quelqu'un essayant de réconforter une autre personne pour une perte qui n'avait pas encore été complètement nommée. Le monde a une façon particulière de révéler ses vérités les plus douloureuses au moment où nous sommes le moins préparés à les recevoir. Élise le découvrit un matin ensoleillé de février,
quand elle se réveilla avec une nausée inexplicable et réalisa que ses règles étaient en retard de 2 semaines. Assise au bord du lit, encore étourdie, elle regarda Thomas dormant, à côté d'elle, et sentit un mélange de terreur et d'espoir se répandre dans sa poitrine. Il n'avait pas parlé d'enfant. Pas encore. Ces derniers mois, les conversations entre eux s'étaient tellement concentrées sur les affaires, les tensions du partenariat et les insécurités non déclarées que des sujets comme l'avenir familial semblaient appartenir à un univers parallèle, plus simple et plus sûr que celui qu'ils habitaient. Élise se leva soigneusement, essayant de ne pas réveiller Thomas, et alla à la salle de bain. Elle se regarda dans le miroir et vit une femme légèrement différente de celle qu'elle avait vue la veille. Pas physiquement. Il était encore trop tôt pour des changements physiques. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une nouvelle vulnérabilité qui venait de la possibilité de porter en elle l'enfant de l'homme qui se transformait progressivement en un étranger. Elle s'habilla en silence et sortit acheter un test de grossesse. La pharmacie n'était qu'à 2 pâtés de maison de l'appartement, mais la marche sembla durer une éternité. Paris s'éveillait autour d'elle avec son empressement caractéristique, des gens courant au travail, la circulation se formant, le bruit familier de la ville qui ne s'arrête jamais. Mais Élise se sentait comme si elle marchait dans une bulle, complètement déconnectée de la réalité environnante. Le pharmacien, un homme d'âge moyen avec des lunettes épaisses, la servit avec la discrétion professionnelle de quelqu'un qui avait déjà vendu des milliers de tests de grossesse à des femmes dans des états émotionnels similaires. Élise paya en espèces, rangea la petite boîte dans son sac et rentra chez elle, respirant profondément à chaque pâté de maison. Thomas dormait encore quand elle arriva. Élise s'enferma dans la salle de bain et suivit les instructions de la boîte, les mains tremblant légèrement. 3 minutes. C'était le temps qu'elle devait attendre pour savoir si sa vie était sur le point de changer pour toujours. Ce furent les 3 minutes les plus longues de son existence. Élise s'assit sur le sol froid de la salle de bain, appuyant son dos contre la porte, et essaya d'imaginer les 2 possibilités. Si le test était négatif, elle pourrait continuer à naviguer dans la relation compliquée qu'elle avait avec Thomas, sans la pression supplémentaire d'un enfant. Il pourrait travailler à la reconstruction de la confiance entre eux, trouver un juste milieu entre ses ambitions à lui et son besoin à elle de se sentir valorisé comme partenaire. Mais s'il était positif, Élise ferma les yeux et essaya de visualiser Thomas recevant la nouvelle. Serait-il heureux, effrayé? Ou pire, verrait-il la grossesse comme un obstacle de plus au plan grandiose qu'il construisait avec Camille Moreau? Quand la minuterie du téléphone sonna, Élise respira profondément et regarda le test. 2 lignes nettes, sans équivoque. Elle était enceinte. Élise resta assise sur le sol de la salle de bain pendant 10 minutes de plus, juste à traiter l'information. Elle allait être mère. À 27 ans, au milieu de la crise la plus sérieuse de sa relation, quand son partenariat professionnel était remis en question et que son estime de soi était ébranlée, elle allait mettre un enfant au monde. Quand elle sortit finalement de la salle de bain, Thomas était dans la cuisine en train de préparer du café, encore en pyjama, avec cette tête de quelqu'un qui avait dormi profondément et s'était réveillé revigoré. « Bonjour mon amour, dit-il, l'embrassant sur le front. Tu es sorti tôt aujourd'hui. »« Quand je suis allé à la pharmacie, » répondit Élise, essayant de garder un ton décontracté. Quelque chose ne va pas? Élise le regarda vraiment, essayant de trouver des indices sur comment il réagirait à la nouvelle qu'elle était sur le point de donner. Thomas semblait être de bonne humeur, détendu, avec cette énergie positive qui dernièrement n'apparaissait que lorsqu'il était optimiste à propos d'un projet professionnel. « Thomas, nous devons parler. » Quelque chose dans son ton fit Thomas arrêter de s'occuper du café et se tourner complètement vers elle. Il s'est passé quelque chose? Élise s'approcha de lui, prit ses mains et le regarda dans les yeux. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut absolu. Thomas resta complètement immobile pendant quelques secondes, comme s'il traitait une information en langue étrangère. Élise observa chaque micro-expression qui passa sur son visage, surprise, confusion, quelque chose qui pourrait être de la panique, puis une tentative forcée de réorganiser ses traits en une expression plus neutre. « Tu es sûr ?» demanda-t-il.
Finalement, je viens de faire le test, 2 lignes bien claires. Thomas lâcha ses mains et se tourna vers la cuisinière, où le café commençait à bouillir. Élise remarqua qu'il gagnait du temps, essayant de formuler une réaction appropriée. « Thomas ?» Il éteignit le feu et se retourna vers elle. Cette fois, il réussit à former quelque chose qui ressemblait à un sourire. « C'est une grande nouvelle, dit-il. »« Oui, » acquiesça Élise, essayant de déchiffrer ce qui se passait derrière ses yeux. Thomas s'approcha et l'enlaça, mais il y avait quelque chose de mécanique dans l'étreinte, comme s'il jouait un rôle, au lieu de réagir spontanément. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Effrayée, confuse, un peu nauséeuse » répondit Élise honnêtement. « Et toi, comment te sens-tu » ? « Surpris, dit Thomas, très surpris. J'ai besoin de traiter cela. » Élise acquiesça, essayant de ne pas interpréter son besoin de traiter comme un rejet. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de réagir qui faisait se contracter son estomac dans un mélange de nausée matinale et d'anxiété émotionnelle. « Nous allons en parler plus calmement ce soir, demanda-t-elle. « Bien sûr. Oui, nous le ferons. » Mais quand Thomas sortit pour le travail 1 heure plus tard, Élise eut l'impression qu'il fuyait, plutôt que de simplement aller remplir l'agenda de la journée. Les heures suivantes furent torturantes. Élise essaya de se concentrer sur le travail. Il y avait des rapports financiers à réviser, des fournisseurs à contacter, une présentation à préparer. Mais son esprit revenait constamment à la réaction de Thomas. Ce n'avait pas été exactement négatif, mais ce n'avait pas non plus été la réaction d'un homme heureux de découvrir qu'il allait être père. Vers midi, elle reçut un message de lui. « Réunion importante survenue. Je vais rentrer tard. Aujourd'hui. Nous parlerons demain de cette affaire. » Élise regarda le message pendant longtemps. Cette affaire. Comme si la grossesse était un point d'ordre commercial, quelque chose à discuter quand l'agenda le permettrait. C'est alors qu'elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Enquêter où Thomas passait réellement les après-midi quand il disait qu'il était en réunion importante. Elle appela Sophie. « Sophie, pouvez-vous me faire une faveur ? Sans question, j'ai juste besoin d'une information. » « Bien sûr. De quoi avez-vous besoin ? Je veux que vous découvriez où est Thomas maintenant, discrètement. » Sophie hésita un moment. « Élise, êtes-vous sûre de vouloir savoir ?» La question portait des implications évidentes. Sophie avait remarqué les schémas étranges dans le comportement de Thomas avant même qu'Élise ne décide d'enquêter. « J'en suis sûr. Donnez-moi 1 heure. » Élise passa les 60 minutes suivantes à essayer de se convaincre qu'elle était paranoïaque, que Thomas pouvait réellement être dans une réunion de travail et que sa réaction à la grossesse avait seulement été le fruit du choc naturel de tout homme recevant une telle nouvelle. Mais quand Sophie rappela, ses soupçons se confirmèrent de la pire façon possible. « Élise, ils déjeunent au Ritz, Thomas et Camille Moreau, et... Élise, ils ne se comportent pas comme si c'était juste une réunion de travail. » Élise ferma les yeux et s'appuya sur le bureau. « Que voulez-vous dire par là ?» Ils sont assis du même côté de la table. Elle a sa main sur son bras. Et Thomas est... Il sourit d'une façon que je n'avais pas vue depuis des mois. Élise raccrocha le téléphone et resta assise dans le bureau pendant plus d'1 heure, essayant de décider quelle serait sa prochaine étape. Elle pourrait confronter Thomas directement quand il rentrerait à la maison. Elle pourrait faire semblant de ne rien savoir et attendre pour voir jusqu'où la situation évoluerait. Ou elle pourrait prendre une mesure plus drastique. Elle choisit la 3e option. À 5 heures de l'après-midi, Élise était assise au bar de l'hôtel Ritz, à une table qui lui donnait une vue directe sur le restaurant. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle espérait obtenir là. Peut-être juste la confirmation visuelle que Thomas avait. Vraiment une liaison avec Camille. Ou peut-être voulait-elle les confronter sur le moment, forcer une situation qui rendrait impossible pour Thomas de continuer à mentir. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Thomas et Camille sortirent du restaurant à 5h20, marchant en direction de l'ascenseur de l'hôtel. Élise les observa de loin, remarquant l'intimité évidente entre eux. Ce n'étaient pas seulement des partenaires d'affaires. La façon dont Camille touchait le bras de Thomas, comme il se penchait pour parler à son oreille, comme les deux riaient de blagues privées, tout cela racontait une histoire qui n'avait rien à voir avec le marketing ou l'expansion de marque.
Élise attendit qu'il disparaisse dans l'ascenseur, paya son addition et sortit de l'hôtel. Elle ne voulait pas les confronter. Pas encore. Elle voulait avoir toutes les informations avant de prendre une décision sur l'avenir. Quand elle arriva chez elle, elle s'assit dans le salon et essaya de traiter ce qu'elle avait vu. Thomas n'explorait pas seulement des opportunités d'affaires avec Camille. Il avait une liaison avec elle, et cela signifiait que la conversation sur la grossesse qu'ils auraient plus tard dans la soirée serait beaucoup plus compliquée qu'Élise ne l'avait anticipé. Thomas arriva à la maison à 10 heures du soir, avec une excuse élaborée à propos d'une réunion qui s'était prolongée et d'un dîner de travail qui avait été nécessaire pour conclure un accord important. « Comment ? C'est passé ta journée ?» demanda-t-il, l'embrassant sur la joue avec le même naturel que d'habitude. « Tranquille, mentit Élise. Et la tienne ? Cette réunion importante a donné quelque chose ? Oui, elle a donné. Je pense que nous avons quelques bonnes nouvelles qui arrivent. Élise l'observa tandis qu'il se servait un verre d'eau, remarquant comme il évitait son regard direct. 3 mois auparavant, Thomas lui aurait raconté chaque détail d'une réunion prometteuse. Maintenant, il n'offrait que des généralités. Vagues, comme si elle était une connaissance occasionnelle intéressée à faire la conversation polie sur son travail. « Thomas, dit-elle quand il s'assit dans le salon, tu veux toujours parler de la grossesse ?» Élise vit quelque chose se contracter sur son visage, comme si le mot « grossesse » était physiquement inconfortable à entendre. « Bien sûr. Comment te sens-tu » ? Physiquement nauséeuse le matin, émotionnellement. Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Émotionnellement, j'aimerais savoir comment tu te sens vraiment à ce sujet. » Thomas s'adossa au fauteuil, passant ses mains dans ses cheveux dans ce geste familier quand il était mal à l'aise. « Élise, c'est trop tôt pour que je sache comment je me sens. C'était une grande surprise. J'ai besoin de temps pour organiser. À mes idées. Quel genre d'organisation as-tu besoin de faire ? Eh bien, nous sommes dans un moment très délicat avec la marque. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités se présentent. Une grossesse va changer notre dynamique. De travail, notre disponibilité. Élise sentit quelque chose de glacé se répandre dans sa poitrine. Thomas parlait de la grossesse comme si c'était un problème logistique à résoudre, pas comme la naissance de leur enfant. Thomas, tu parles comme si avoir un enfant était un obstacle à tes plans professionnels. Ce n'est pas ça, Élise, c'est juste que le timing est compliqué. Le timing n'est jamais parfait pour avoir un enfant, et d'ailleurs, nous sommes dans une situation financière stable pour la première fois depuis longtemps. Si ce n'est pas maintenant, quand ce sera ? Thomas resta silencieux un long moment, regardant ses propres mains. Élise, je pense que nous devons être honnêtes l'un envers l'autre sur ce qui se passe entre nous. Élise sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait que la conversation était sur le point de prendre une tournure beaucoup plus sérieuse qu'une simple discussion sur le timing. « Que veux-tu dire ?» Thomas la regarda dans les yeux pour la première fois de la conversation. « Je pense que nous savons tous les deux que notre relation traverse une phase difficile. Nous sommes à des moments différents, nous voulons des choses différentes. Et peut-être qu'une grossesse n'est pas la meilleure façon d'essayer de résoudre ces différences. » Élise resta silencieuse quelques secondes, essayant de traiter ce qu'il venait de dire. « Thomas, es-tu en train de suggérer que je ne devrais pas avoir ce bébé ? Je suggère que nous devrions réfléchir soigneusement à ce qui est le mieux pour tous les concernés, y compris l'enfant. » Élise se leva, sentant une colère croissante se mêler à la nausée. « Tous les concernés ? Qui sont tous les concernés, Thomas ? Parce que jusqu'où je sache, c'est moi, toi et le bébé que j'attends. » Thomas se leva aussi, mais garda ses distances avec elle. « Élise, nous arrivons à peine à résoudre nos propres problèmes en tant que couple. Tu crois vraiment que nous sommes prêts à être parents ? Je crois que les couples qui s'aiment peuvent surmonter les problèmes. Je crois que les personnes engagées l'une envers l'autre trouvent des moyens de résoudre leurs différences. Et si nous ne sommes plus des personnes engagées l'une envers l'autre ?» La question sortit de la bouche de Thomas avant qu'il puisse la retenir. Élise réalisa qu'il n'avait pas prévu d'être aussi direct, mais quelque chose en lui avait forcé l'honnêteté brutale. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Thomas passa ses mains sur son visage, comme s'il essayait d'effacer les mots qu'il venait de prononcer. « Élise, je ne veux pas te blesser,
Mais je pense que nous savons tous les deux que nous ne sommes plus les mêmes depuis que la marque a commencé à grandir. Nous voulons des choses différentes. Nous avons des visions différentes de l'avenir. Des visions différentes qui incluaient d'autres personnes. Thomas la regarda avec une surprise authentique. Comment ça? Élise décida qu'il était temps de mettre carte sur table. Thomas, je t'ai vu avec Camille Moreau aujourd'hui, au Ritz, et ça ne ressemblait pas à une réunion de travail. Le silence qui suivit était chargé de tension. Thomas resta complètement immobile, comme un animal pris en flagrant délit de faire quelque chose qu'il savait être mal. Élise. Depuis combien de temps as-tu une liaison avec elle? Thomas s'assit à nouveau, couvrant son visage de ses mains. Ce n'est pas une liaison, Élise. C'est compliqué. Compliqué comment? Thomas resta silencieux un long moment. Quand il parla finalement, sa voix était basse, presque inaudible. Camille et moi, nous nous sommes connectés d'une façon que je n'attendais pas. Ce n'était pas planifié, ce n'était pas quelque chose que j'ai cherché, c'est simplement arrivé. Élise se sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Depuis combien de temps? Quelques semaines, peut-être un mois. Et vous, Élise, je ne veux pas entrer dans les détails, ça n'aidera personne. Élise s'approcha de lui, le forçant à la regarder dans les yeux. Thomas, je suis enceinte de ton enfant. Je pense que je mérite de savoir si le père de mon bébé est amoureux d'une autre femme. Thomas la regarda avec une expression qui mélangeait culpabilité, confusion et quelque chose qui pourrait être du soulagement de ne plus avoir à mentir. Élise, je ne sais pas ce que je ressens pour Camille. Je sais seulement que quand je suis avec elle, je me sens comme si c'était possible de construire quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous avons. Quelque chose de plus grand, répéta Élise. Ce que nous avons n'est pas assez grand pour toi. Ce n'est pas ça. C'est qu'avec Camille, je vois des possibilités que je n'avais jamais imaginées. Elle a des connexions, connaît des gens, comprend le marché d'une façon qui peut m'emmener très loin. Élise sentit une clarté douloureuse s'installer dans son esprit. Thomas n'avait pas seulement une liaison. Il choisissait activement un avenir différent, une vie différente, un partenariat qui offrait plus de prestige et plus d'opportunités qu'elle ne pouvait offrir. Thomas, tu me quittes à cause des opportunités qu'elle peut te donner? Élise, ce n'est pas aussi simple que ça. Pour moi, ça semble très simple. Tu as trouvé quelqu'un qui peut te donner accès à un monde dont tu veux faire partie, et tu as décidé que je suis un obstacle pour y arriver. Thomas se leva et essaya de s'approcher d'elle, mais Élise fit un pas en arrière. Élise, tu n'es pas un obstacle. Tu as été fondamentale pour que j'arrive où je suis. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de moi. C'est ça? Maintenant, j'ai besoin de partenaires différents pour les prochaines phases de ma carrière. Élise acquiesça lentement, sentant un calme étrange s'installer sur elle. C'était le calme qui vient quand on comprend enfin complètement une situation qu'on essayait d'ignorer depuis des mois. D'accord, Thomas, je comprends. Thomas la regarda avec surprise. Tu comprends? Je comprends que tu as fait ton choix, et je vais faire le mien. Quel choix? Élise posa la main sur son ventre encore plat. Je vais avoir ce bébé, avec ou sans toi, et je ne vais pas essayer de te convaincre de rester, parce que j'ai appris qu'il ne sert à rien d'essayer, de garder quelqu'un qui ne veut pas être ici. Thomas semblait soulagé et effrayé en même temps. Élise, cela ne signifie pas que je ne vais pas assumer mes responsabilités. Bien sûr que je vais aider, je vais participer à l'éducation. Comment penses-tu que ça va fonctionner? Thomas, tu vas créer une famille avec elle et visiter notre fils les week-ends? Thomas ne répondit pas, mais Élise vit sur son visage que c'était exactement ce qu'il imaginait. Non, Thomas, ce n'est pas comme ça que ça va être. Comment ça va être alors? Élise marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait au dehors. Paris continuait sa vie frénétique, indifférente aux drames personnels qui se déroulaient dans les appartements et maisons dispersées dans ses quartiers. Ça va être comme ça. Tu vas suivre ta vie avec Camille, construire l'empire que vous planifiez, fréquenter les cercles sociaux qu'elle peut te procurer. Et je vais élever notre fils loin de tout ça. Élise, ça n'a pas besoin d'être comme ça, mais elle se tourna vers lui. Si, c'est nécessaire, parce que je ne vais pas être l'ex-petite amie enceinte qui accepte des miettes d'attention d'un homme qui a choisi une autre vie.
Je ne vais pas exposer mon fils à cette situation. Thomas resta silencieux, traitant la détermination dans sa voix. Et la marque? Et ce que nous avons construit ensemble? Élise sourit, mais il n'y avait pas de joie dans le sourire. La marque est à toi, Thomas. Elle l'a toujours été, apparemment. Je t'ai juste aidé à le réaliser. Élise, ce n'est pas juste. Juste? Elle rit, un son rauque. Thomas, tu es en train de terminer notre relation de 3 ans pour être avec une femme qui peut te donner accès à de meilleurs investisseurs, et tu t'inquiètes de ce qui est juste? Thomas ne put pas répondre. Je vais dormir dans la chambre. D'amis ce soir, dit Élise. Demain, nous parlerons des détails pratiques. Division des biens, séparation des affaires, ces choses-là. Elle commença à sortir du salon, mais s'arrêta à la porte. Thomas? Oui. J'espère que ça en vaut la peine. J'espère que tout ce que tu gagnes avec elle compense tout ce que tu perds ici. Cette nuit-là, Élise resta éveillée dans la chambre d'amis, une main sur le ventre où une nouvelle vie commençait, essayant d'imaginer comment ce serait d'élever un enfant seul. Elle n'avait pas peur de la responsabilité financière. Elle avait géré les finances de la marque depuis le début et savait qu'elle pourrait subvenir à ses besoins. Mais elle avait peur de la solitude, du poids de toutes les décisions importantes reposant uniquement sur elle. Dans la chambre à côté, Thomas était aussi éveillé, regardant le plafond et se demandant s'il avait pris la bonne décision. Une partie de lui savait qu'il était cruel avec Élise, qu'il abandonnait quelqu'un qui avait cru en lui quand il en avait le plus besoin. Mais une autre partie, la partie ambitieuse qui s'était réveillée avec le succès, murmurait qu'il faisait ce qu'il devait faire pour atteindre son potentiel maximum. C'était un choix qui définirait le reste de leur vie, et tous deux savaient qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Dans les jours qui suivirent, Élise et Thomas maintinrent une politesse froide pendant qu'ils organisaient la séparation. Élise découvrit qu'elle avait droit à un pourcentage de la marque. Après tout, elle avait été partie intégrante de la construction de l'entreprise depuis le début, même si cela n'était pas clairement documenté. Ce fut pendant les négociations avec les avocats qu'Élise découvrit plus de détails sur les plans de Thomas et Camille. Ils n'avaient pas seulement une liaison, ils structuraient un partenariat commercial formel. Camille apporterait l'investissement de son père, qui était propriétaire de l'une des plus grandes chaînes de grands magasins du pays, et Thomas entrerait avec le talent créatif et la marque déjà établie. C'est un coup intelligent, dit l'avocat d'Élise. Commercialement parlant, ça va lui donner accès à une échelle de distribution qui prendrait des années à obtenir autrement. Élise acquiesça, essayant de maintenir une expression neutre. C'était douloureux de découvrir que Thomas avait tout planifié avec tant de soin, que la trahison n'avait pas été seulement émotionnelle mais aussi stratégique. Ce fut aussi pendant cette semaine qu'Élise reçut un appel inattendu. « Allô, Élise, c'est Laurent Dupont. » Élise mit quelques secondes à reconnaître le nom. Laurent avait été l'un des premiers stylistes que Thomas avait rencontrés quand il avait commencé à fréquenter les cercles de la mode à Paris. Ils avaient été proches pendant un temps, mais ensuite Thomas s'était éloigné, alléguant que Laurent avait des énergies négatives qui pourraient nuire à sa croissance professionnelle. « Laurent, quelle surprise. Comment as-tu eu mon numéro ?»« Par Sophie. Élise, je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps, mais j'ai entendu quelques rumeurs sur ce qui se passe entre toi et Thomas. Pouvons-nous nous rencontrer pour parler ?» Élise hésita. Laurent n'était pas exactement un ami proche, et elle ne savait pas si elle était prête pour des discussions sur sa vie personnelle avec des connaissances du milieu. Parler de quoi? De Thomas, et de certaines choses que tu devrais savoir sur lui. Il y avait quelque chose dans le ton de Laurent qui fit Élise sentir un frisson dans la colonne vertébrale. Quel genre de choses? Des choses qu'il vaut mieux dire en personne. Tu peux me rencontrer demain, dans un lieu neutre comme ce café sur la rue Saint-Honoré? Élise resta silencieuse un moment, essayant de décider si elle voulait savoir plus de détails sur la personnalité de Thomas qu'elle découvrait tardivement. Laurent, si c'est à propos de Thomas ayant des liaisons extra-conjugales, je le sais déjà. Si c'est à propos de lui étant trop ambitieux, je l'ai aussi découvert. Élise, c'est à propos de Thomas détruisant délibérément la carrière des personnes qu'il voit comme des obstacles. Et c'est à propos de toi n'étant pas la première partenaire qu'il abandonne quand il trouve quelque chose de mieux. Élise sentit son estomac se contracter. Que veux-tu dire? Je préfère expliquer en personne.
Tu peux me rencontrer ?» Élise regarda par la fenêtre de l'appartement qu'elle devrait bientôt quitter, sentant que sa vie était sur le point de prendre un autre tournant inattendu. « D'accord. Demain à 3 heures de l'après-midi. » Quand elle raccrocha le téléphone, Élise se demanda si elle voulait vraiment découvrir plus de secrets sur Thomas. Il y avait déjà assez d'informations à traiter, la trahison, la grossesse, la séparation, la restructuration complète de sa vie. Mais quelque chose dans la voix de Laurent suggérait qu'il y avait des couches plus profondes dans la personnalité de Thomas qu'elle n'avait pas encore découvertes. Et Élise réalisa que, pour aller de l'avant, elle avait besoin de comprendre complètement avec qui elle avait partagé les 3 dernières années de sa vie. Elle avait besoin de savoir non seulement qui Thomas était devenu, mais qui il avait toujours été sous la façade de vulnérabilité et de talent qu'il avait conquise. La rencontre avec Laurent le lendemain serait le début de découverte, qui changerait non seulement la façon dont Élise voyait Thomas, mais aussi la façon dont elle se voyait elle-même et les choix qu'elle avait faits. Ce serait le moment où elle comprendrait finalement que l'homme dont elle était tombée amoureuse n'avait peut-être jamais vraiment existé, et que la femme qu'elle devenait était plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La grossesse avait apporté non seulement une nouvelle vie en elle, mais aussi une nouvelle version d'elle-même, une version qui n'était pas disposée à accepter des miettes d'amour ou de reconnaissance, une version qui était prête à se battre pour ce en quoi elle croyait, même si cela signifiait se battre seule. Et tandis que Thomas construisait son avenir brillant avec Camille, Élise était sur le point de découvrir que parfois, nous devons perdre tout ce que nous pensions vouloir pour trouver tout ce dont nous avons réellement besoin. Le café de la rue Saint-Honoré était animé ce jeudi après-midi avec le bourdonnement typique d'un lieu de rencontre fréquenté par des personnes du monde de la mode et des arts. Élise arriva quelques minutes avant 3 heures, choisit une table au fond et commanda une tisane de camomille. Elle avait découvert que c'était l'une des rares choses qui ne déclenchaient pas les nausées matinales qui s'étendèrent maintenant, sur une bonne partie de la journée. Laurent apparut ponctuellement, et Élise fut surprise par le changement en lui depuis la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. L'homme qu'elle avait connu 2 ans auparavant était expansif, toujours bien habillé, avec cet air théâtral commun à beaucoup de créatifs. Maintenant, il y avait quelque chose de plus sobre dans son apparence, comme s'il avait traversé des expériences qui l'avaient fait mûrir prématurément. « Élise, merci d'avoir accepté de me rencontrer, » dit-il, s'asseyant en face d'elle. « Tu vas bien? Je sais que c'est une période difficile. » « Je survis, » répondit Élise, étudiant son visage. « Laurent, au téléphone tu as mentionné des choses sur Thomas que je devrais savoir. De quoi parles-tu exactement ?» Laurent commanda un café et resta silencieux un moment, comme s'il organisait ses pensées. « Élise, avant que Thomas te rencontre, il a eu une autre partenaire, une femme appelée Marion Lefebvre. Tu as déjà entendu ce nom ?» Élise fronça les sourcils. Le nom lui semblait vaguement familier, mais elle n'arrivait pas à situer où elle l'avait entendu. Peut-être. Qui est-elle? Elle était styliste aussi, très talentueuse en fait. Elle et Thomas se sont rencontrés à l'école de mode. Et après avoir obtenu leur diplôme, ils ont monté une marque ensemble. C'était il y a environ 4 ans. Élise sentit quelque chose de froid se répandre dans sa poitrine. Et qu'est-il arrivé à elle? La même chose qui t'arrive, mais en pire. Laurent soupira, remuant le café qui était arrivé. Marion et Thomas étaient en partenaire en tout. Elle s'occupait de la partie créative autant que lui, parfois même plus. Elle avait un talent incroyable pour les motifs, une vision commerciale très aiguisée. Ils sortaient ensemble et travaillaient ensemble, exactement comme vous. Continue. Leur marque a commencé à grandir, à gagner de la reconnaissance. Marion était le visage de la marque autant que Thomas. Elle apparaissait dans les interviews, était créditée. Comme co-créatrice, participait à tous les événements importants. Élise commençait à voir où l'histoire menait, mais elle avait besoin d'entendre jusqu'à la fin. Et alors une grande opportunité est apparue. Un groupe d'investisseurs internationaux intéressés par des marques françaises émergentes. Sauf qu'ils voulaient travailler avec un créateur individuel, pas avec un duo. Ils pensaient que les duos créatifs étaient trop compliqués à gérer. Élise sentit son estomac se contracter. Et Thomas a accepté de se présenter comme l'unique créateur. Pire que ça, il n'a pas seulement accepté,
mais a commencé activement à effacer Marion de l'histoire de la marque. Il a réécrit le récit, a dit qu'elle avait toujours été simplement son assistante, que les idées étaient toutes les siennes, et quand les investisseurs ont fait la proposition finale, Thomas a accepté sans consulter Marion. Et elle, qu'a-t-elle fait? Elle a essayé de se battre, bien sûr. Elle avait des preuves de sa participation, des esquisses, des emails, tout documenté. Mais Thomas avait déjà anticipé. Il avait enregistré la marque seulement à son nom. Il avait fait des accords qui excluaient Marion des profits futurs. Techniquement, tout était légal. Élise ferma les yeux, sentant un mélange de colère et de reconnaissance douloureuse. Et personnellement, ils étaient en couple. Thomas a rompu avec elle par WhatsApp une semaine avant de signer le contrat avec les investisseurs. Il a dit qu'il devait se concentrer sur sa carrière et qu'il ne pouvait pas mélanger vie personnelle et affaires. Mon Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, Élise. Thomas ne s'est pas contenté d'exclure Marion des affaires. Il a commencé une campagne subtile pour détruire sa réputation professionnelle. Élise regarda Laurent avec une horreur croissante. Comment ça? Il a répandu des rumeurs selon lesquelles Marion était difficile à travailler, qu'elle avait des problèmes émotionnels, qu'elle ne pouvait pas livrer les projets à temps. Il avait des contacts dans la presse spécialisée, des personnes qui avaient confiance en lui, et comme il était maintenant le succès du moment, les gens le croyaient. Et Marion? Marion a essayé de recommencer, mais les portes étaient fermées. Personne ne voulait travailler avec quelqu'un qui avait la réputation d'être problématique. Elle a même essayé de monter sa propre marque, mais n'a pas trouvé d'investisseur. Et Thomas apparaissait toujours avec une meilleure proposition pour toute opportunité qui se présentait à elle. Élise s'adossa à sa chaise, traitant ce qu'elle entendait. C'était comme regarder dans le miroir du passé et voir son propre avenir. Laurent, où est Marion maintenant? Elle a abandonné la mode. Elle travaille dans une entreprise de marketing, loin de tout ça. Et Élise, Laurent se pencha en avant, baissant la voix. Elle n'a pas été la seule. Comment ça, pas la seule? Après Marion, Thomas a travaillé avec d'autres personnes, toujours en suivant le même schéma. Il s'approche de quelqu'un de talentueux, utilise le talent de la personne pour construire quelque chose. Et quand la bonne opportunité apparaît, il élimine la concurrence interne. Élise sentit des nausées qui n'avaient rien à voir avec la grossesse. « Pourquoi me racontes-tu cela maintenant ?» Laurent hésita, comme s'il décidait combien révéler. « Parce que j'ai été l'une des personnes que Thomas a essayé d'éliminer. Et parce que je ne veux pas qu'il t'arrive ce qui est arrivé à Marion. »« Toi, comment ?» Il y a 2 ans, Thomas m'a contacté pour une collaboration. Il avait vu certains de mes travaux et voulait que je développe une ligne d'accessoires pour la marque. Nous avons passé des mois à travailler ensemble. J'ai créé des pièces incroyables, tout documenté comme un partenariat. Élise pouvait déjà imaginer la fin de l'histoire. Et quand est venu le moment de lancer, Thomas a présenté tout comme sa propre création. Il a dit que j'avais été simplement un consultant technique, que les idées étaient les siennes, et que j'avais juste exécuté. Et tu ne l'as pas poursuivi en justice. J'ai essayé. Mais Thomas est très intelligent, Élise. Il documente tout de façon à toujours apparaître comme le créateur principal. Et plus important, il a des contacts, de l'argent pour de bons avocats, et une réputation que les gens préfèrent protéger plutôt que remettre en question. Élise resta silencieuse un long moment, absorbant toutes les informations. Finalement, il y avait une explication complète pour le comportement de Thomas. Ce n'était pas seulement de l'ambition ou de l'opportunisme. C'était un schéma systématique d'utilisation et d'élimination de personnes. « Laurent, pourquoi n'as-tu pas essayé de me prévenir avant ?»« Parce que j'ai pensé qu'avec toi ce serait différent. Vous étiez en couple, vous viviez ensemble, vous avez construit la marque ensemble depuis 0. J'ai pensé que Thomas ne serait pas capable de faire avec toi ce qu'il a fait avec les autres. Mais quand tu as su pour la séparation, j'ai su qu'il n'avait pas changé et j'ai su que tu allais avoir besoin d'informations pour te protéger. » Élise posa la main sur son ventre, sentant pour la première fois le bébé bouger légèrement. « Laurent, tu connais Camille Moreau? De nom, pourquoi? Thomas est avec elle maintenant. Ils structurent un partenariat commercial. » Laurent fit une expression pensive. « Élise, je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, mais tu dois savoir, le père de Camille est propriétaire de la chaîne de grands magasins Moreau & Fields.
Si Thomas obtient ce partenariat, il aura accès à une distribution nationale qui peut faire de lui l'un des plus grands noms de la mode française. Et Camille? Camille est belle, a des connexions sociales, et d'après ce que je sais, est assez intelligente commercialement. Pour Thomas, elle doit sembler être la partenaire parfaite. Élise soupira profondément, jusqu'à ce qu'elle ne serve plus ses objectifs. Exactement. Élise regarda par la fenêtre du café, voyant les gens passer sur la rue Saint-Honoré, avec leur vie apparemment organisée, et sentit une étrange clarté s'installer dans son esprit. Ce n'était plus à propos de Thomas l'ayant trahi. C'était à propos de lui étant incapable de maintenir un partenariat authentique quand il commençait à interférer avec ses ambitions personnelles. « Laurent, j'ai une question. Tu penses que Thomas a toujours été ainsi? Ou le succès l'a transformé ?» Laurent réfléchit un moment. « Élise, je pense que le succès a simplement révélé qui il a toujours été. Les gens ne changent pas fondamentalement. Ils se sentent juste plus libres d'être qui ils sont vraiment quand ils ont du pouvoir et des options. » Élise acquiesça, sentant qu'une phase de deuil pour Thomas se terminait enfin. Ce n'était plus une question de récupérer l'homme dont elle était tombée amoureuse. Cet homme n'avait jamais vraiment existé. « Laurent, merci de m'avoir raconté tout ça. Ça a dû être difficile. C'était nécessaire. Et Élise, il se pencha en avant à nouveau. Tu as assez de talent et d'expérience pour construire quelque chose à toi. Ne laisse pas Thomas définir ton avenir dans le domaine. Tu penses que je devrais continuer dans la mode? Je pense que tu devrais faire ce qui te rend épanoui. Mais si tu continues dans la mode, fais-le à ta façon, avec tes valeurs, et ne dépends plus jamais d'aucun homme pour valider ton travail. » Quand Élise arriva chez elle cet après-midi-là, elle trouva Thomas en train de faire ses valises. Ils avaient convenu qu'ils déménageraient avant la fin de la semaine, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela se produise si rapidement. « Tu pars aujourd'hui ?» demanda-t-elle, essayant de garder un ton neutre. « Camille m'a offert la chambre, a mis de son appartement jusqu'à ce que je trouve un endroit à moi, » dit Thomas sans regarder Élise. « J'ai pensé qu'il valait mieux accélérer les choses pour que la situation ne soit pas plus gênante ici. » Élise observa Thomas pliant des chemises chères dont elle ne se souvenait pas qu'il les avait achetées. Tout en lui semblait différent, depuis les vêtements jusqu'à la posture. C'était comme si la version vulnérable et créative de Thomas qu'elle avait connue avait été complètement remplacée par quelqu'un de plus calculateur et froid. « Thomas, dit-elle, pouvons-nous parler 5 minutes avant que tu partes ?» Thomas arrêta de ranger ses valises et la regarda avec une expression prudente. « À propos de quoi ?»« À propos de Marion Lefebvre. » Élise vit Thomas devenir complètement rigide. Pendant quelques secondes, il sembla traiter comment répondre. « Que veux-tu savoir sur Marion ? Je veux savoir si tu lui as fait la même chose que tu me fais. » Thomas s'assit au bord du lit, passant ses mains dans ses cheveux. Élise. Marion. Était une situation complètement différente. Différente comment? Marion et moi étions très jeunes. Nous ne savions pas comment gérer le succès, les pressions du marché. Les choses sont arrivées. Élise s'approcha de lui. Thomas, l'as-tu effacé de l'histoire de votre marque pour obtenir un contrat d'investissement? Thomas la regarda dans les yeux, et Élise vit une froideur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Élise, j'ai fait ce que je devais faire pour garantir que le talent soit reconnu et récompensé adéquatement. Le monde des affaires n'est pas romantique, il s'agit de résultats. Et tu penses que le talent était seulement le tien. Je pense que j'étais le visionnaire créatif. Marion était bonne dans ce qu'elle faisait, mais elle n'avait pas la vision à long terme que j'avais. Élise acquiesça lentement, entendant enfin Thomas admettre ouvertement sa philosophie de vie. Et avec moi, je n'ai pas non plus de vision à long terme? Thomas soupira, comme si la question était fatigante. Élise, tu as beaucoup de qualités, mais tu penses petit. Tu veux la sécurité, la stabilité, la croissance progressive. Je veux transformer la mode française, mettre le pays sur la carte internationale de la créativité. Et Camille a cette vision. Camille comprend ce qu'il faut pour y arriver. Élise sentit un calme profond s'installer sur elle. Ce n'était plus de la douleur ou de la colère. C'était une compréhension cristalline de qui Thomas était, réellement et de qui elle était devenue au cours de cette expérience. D'accord, Thomas.
J'espère que vous réussirez à transformer la mode française. Vraiment. Thomas la regarda avec surprise. Tu n'es pas en colère? Non. J'étais en colère quand je pensais que tu avais changé à cause du succès. Maintenant, je sais que tu as toujours été ainsi, et cela, d'une certaine façon, me libère. Thomas finit de ranger ses valises en silence. Quand il était sur le point de sortir, il s'arrêta à la porte de la chambre. « Élise, à propos du bébé. Thomas, tu as fait ton choix. Maintenant, laisse-moi faire le mien, mais je veux participer à la vie de l'enfant. » Élise le regarda avec une expression sereine qui le déconcentra. « Quand tu auras décidé quel type de père tu veux être, si tu veux être le père qui apparaît quand c'est pratique, ou le père qui assume de réelles responsabilités, tu me contactes. D'ici là, je vais élever notre enfant de la meilleure façon possible. » Thomas quitta l'appartement cet après-midi-là, et Élise sentit comme si une phase de sa vie se terminait enfin. Ce n'était pas une fin heureuse au sens traditionnel, mais c'était une fin honnête, et parfois l'honnêteté est plus précieuse que le bonheur. Les mois suivants furent de profondes transformations pour Élise. La grossesse avançait sans complications, et elle découvrit qu'elle avait une force intérieure qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. Elle vendit sa part de la marque de Thomas pour une somme qui lui donnerait une sécurité financière pour les premières années de maternité et commença à planifier sa vie comme mère célibataire. Mais ce fut pendant le 6e mois de grossesse qu'Élise reçut l'opportunité qui changerait complètement sa perspective sur l'avenir. Sophie appela un matin d'août avec une proposition inattendue. « Élise, vous vous souvenez d'Amélie Dubois, de Vogue ?» Élise se souvenait parfaitement. C'était la journaliste qui avait interviewé Thomas et écrit l'article qui l'avait réduite à employée administrative. Bien sûr. Pourquoi? Elle veut vous parler, personnellement. Élise fronça les sourcils. À moi? À quel sujet? Elle n'a pas voulu donner de détails par téléphone. Elle a juste dit que c'est à propos d'une opportunité professionnelle qui pourrait vous intéresser. Élise hésita. Elle ne savait pas si elle était prête à retourner dans le monde de la mode, surtout pour parler avec quelqu'un qui avait été instrumental dans son invisibilité publique. « Sophie, je ne sais pas si c'est une bonne idée. » Élise, au moins écoutez ce qu'elle a à dire. Amélie est l'une des personnes les plus influentes de la mode française. Si elle vous cherche, ce doit être pour une raison importante. La rencontre fut fixée pour le lendemain, dans le même café de la rue Saint-Honoré, où Élise avait rencontré Laurent. Quand Amélie arriva, Élise fut surprise par sa cordialité. « Élise, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Vous êtes radieuse, la grossesse vous a rendue encore plus... »« Belle, merci, » répondit Élise encore prudente. « Sophie a dit que vous aviez une proposition professionnelle. » Amélie commanda un café et s'adossa à sa chaise. « Élise, je vais être directe. Ces derniers mois, j'ai suivi ce qui se passe avec Thomas et avec vous, et j'ai quelques observations. » Élise. « Ne dis rien, attendant. Premièrement, je sais que Thomas n'a pas construit cette marque seul. Je suis journaliste depuis 20 ans. Je sais reconnaître quand quelqu'un omet des informations importantes dans une interview. » Élise sentit un mélange de soulagement et de curiosité. « Deuxièmement, j'ai un peu enquêté et découvert le schéma de comportement de Thomas avec des partenaires antérieurs. Marion Lefebvre, Laurent Dupont, d'autres. Et troisièmement, Amélie sourit. Troisièmement, je pense que vous avez une histoire à raconter, et je pense que le marché de la mode française a besoin d'entendre cette histoire. » Élise ne comprit pas immédiatement où la conversation menait. « Amélie, je ne veux pas créer de polémique ou exposer Thomas publiquement. Il ne s'agit pas d'exposer Thomas. Il s'agit de raconter votre propre histoire. Il s'agit de donner une voix aux personnes qui construisent des marques, qui développent des stratégies, qui font le travail invisible, qui permet au génie créatif de briller. » Élise commença à comprendre. « Vous voulez faire un article sur moi? Je veux faire une série d'articles sur des personnes comme vous, des personnes qui ont été effacées des récits qu'elles ont aidé à écrire. Et je veux commencer. Par vous, parce que votre histoire a tous les éléments qui importent. Talent, injustice, dépassement, et une fin qui est encore en train d'être écrite. » Élise resta silencieuse un moment, traitant la proposition. « Amélie, je ne sais pas si je veux m'exposer ainsi. » Élise, vous n'avez pas besoin d'attaquer qui que ce soit. Vous avez juste besoin de raconter votre vérité. Comment vous avez rencontré Thomas? Comment vous avez construit la marque ensemble?
comment votre participation a été minimisée, comment vous avez décidé de suivre votre propre chemin. Et à quoi cela servira? Amélie se pencha en avant. Cela servira à montrer que le talent n'est pas une ressource individuelle. Cela servira à donner crédit aux personnes qui méritent reconnaissance. Et cela servira à inspirer d'autres. Femmes qui traversent des situations similaires. Élise posa la main sur son ventre, sentant le bébé bouger. « Amélie, puis-je y réfléchir ?»« Bien sûr. Mais Élise... » Amélie prit son sac pour partir. « Votre histoire ne se termine pas. » Avec Thomas. En fait, elle ne fait que commencer. Vous avez de l'expérience, des contacts, une connaissance du marché. Vous pouvez construire quelque chose qui vous est propre. Quand Amélie partit, Élise resta seule au café réfléchissant à la proposition. Raconter son histoire publiquement serait un acte de courage, mais aussi de vulnérabilité. Cela signifierait admettre qu'elle avait été trompée, qu'elle avait permis d'être effacée de sa propre histoire. Mais cela signifierait aussi reprendre le contrôle du récit. Cela signifierait montrer que les personnes qui travaillent dans les coulisses ont aussi de la valeur, méritent aussi reconnaissance, sont aussi capables de construire des avenirs brillants. Ce fut cet après-midi-là qu'Élise prit l'une des décisions les plus importantes de sa vie. Non seulement elle donnerait l'interview à Amélie, mais elle commencerait aussi son propre projet dans le domaine de la mode. Dans les mois qui suivirent, tandis que la grossesse arrivait à son terme, Élise développa un plan d'affaires pour une consultation spécialisée dans l'aide aux nouveaux talents de la mode à structurer leur carrière de façon durable et éthique. Ce serait une entreprise qui offrirait un soutien stratégique, administratif et émotionnel aux créateurs qui ne voulaient pas répéter les erreurs qu'elle avait vues sur le marché. Le premier article d'Amélie sortit une semaine avant la naissance du bébé d'Élise. Le titre était « La femme derrière le succès. Comment les partenariats invisibles construisent la mode française ». L'article racontait l'histoire d'Élise sans mentionner Thomas directement, mais en rendant clair le schéma d'effacement que les femmes affrontaient dans l'industrie créative. La répercussion fut immédiate et positive. Élise reçut des centaines de messages de femmes qui s'identifiaient à son histoire, des offres de partenariat et des demandes de consultation. En une semaine, elle avait suffisamment de travail pour les 6 prochains mois. Ce fut aussi pendant cette semaine qu'Élise apprit par Sophie que Thomas et Camille avaient officialisé leur partenariat commercial avec un défilé pompeux à la Paris Fashion Week. Les photos montraient Thomas radieux, entouré de célébrités et d'investisseurs, présentant une collection qui mélangeait son talent créatif avec la vision commerciale de Camille. Élise regarda les photos sans ressentir de douleur ou de jalousie. Juste une curiosité distante, comme si elle observait la vie d'étrangers. Thomas semblait heureux, et elle espérait sincèrement que ce soit un bonheur durable. Mais elle savait aussi que, connaissant son schéma, le partenariat avec Camille durerait seulement tant qu'elle serait utile à ses objectifs. Le travail d'accouchement d'Élise commença un matin de décembre, 3 jours avant Noël. Elle était seule à la maison, révisant des propositions de clients, quand elle sentit les premières contractions. Pendant un moment, elle eut peur pas de l'accouchement en soi, mais de la réalité qu'elle affronterait la maternité seule. Mais quand elle arriva à l'hôpital et fut accueillie par Sophie, qui était devenue sa meilleure amie ces derniers mois, et par sa mère, qui était venue de Lyon pour accompagner la naissance de son petit-fils, Élise réalisa qu'elle n'était pas seule. Elle avait un réseau de soutien qu'elle avait construit sur la base de relations authentiques, pas de convenances commerciales. Le bébé naquit à 6 heures du matin d'un jeudi ensoleillé, après 8 heures de travail. C'était un garçon en bonne santé, avec les yeux attentifs d'Élise et une expression sérieuse qui la fit rire même dans la fatigue post-accouchement. « Comment vas-tu l'appeler » demanda la mère d'Élise, tenant son petit-fils dans ses bras. Élise avait beaucoup réfléchi à cela ces derniers mois. Elle voulait un nom qui représente un nouveau départ, l'espoir, l'indépendance. « Lucas », dit-elle. « Lucas Martin. » Martin était le nom de jeune fille d'Élise. Elle avait décidé que son fils porterait son nom, pas celui de Thomas. C'était une façon symbolique d'affirmer que l'enfant appartenait à la nouvelle vie qu'elle construisait, pas au reste de la vie qu'elle avait laissée derrière. Thomas apparut à l'hôpital 2 jours plus tard, nerveux et gêné. Élise l'accueillit cordialement, mais sans enthousiasme excessif. « Il est magnifique, » dit Thomas, regardant Lucas dormir dans le berceau. « Il a tes yeux. »« Oui, »
acquiesça Élise. Élise, je veux faire partie de sa vie. Élise le regarda avec la sérénité qu'elle avait développée au cours des derniers mois. Thomas, Lucas aura un père si tu décides d'être un père. Je ne t'empêcherai pas de le connaître, mais je ne vais pas non plus te convaincre d'assumer des responsabilités qui devraient être évidentes. Thomas resta silencieux quelques minutes, regardant simplement son fils. « Comment vas-tu ? Financièrement, je veux dire. Je peux aider. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Ma consultation marche très bien. Nous irons bien. » Thomas parut surpris. « Consultation ?» Élise sourit. Elle avait oublié que Thomas était complètement hors de sa vie depuis des mois et ne savait rien de ses développements professionnels. « J'ai ouvert une entreprise de consultation pour nouveaux talents de la mode. J'aide les créateurs à structurer leur carrière de façon durable. » Thomas traita l'information avec une expression qui mélangeait surprise et quelque chose qui pourrait être de la fierté. « C'est incroyable, Élise. Félicitations. » « Merci. » Thomas quitta l'hôpital cet après-midi-là en promettant de revenir la semaine suivante pour mieux connaître son fils. Élise ne compta pas dessus, mais n'écarta pas non plus la possibilité. Elle avait appris que les gens sont complexes et capables de changement, même quand ils suivent des schémas prévisibles. 6 mois après la naissance de Lucas, Élise était établie dans une nouvelle routine qui mélangeait maternité et entrepreneuriat. Sa consultation avait grandi au-delà de ses attentes les plus optimistes, et elle était devenue une référence en éthique des affaires dans la mode française. Ce fut pendant cette période qu'elle reçut l'invitation la plus surprenante de sa carrière. Le comité organisateur de la Paris Fashion Week voulait qu'elle donne une conférence sur les partenariats durables dans la mode française. Élise accepta l'invitation, sachant que ce serait sa première apparition publique, importante depuis la séparation de Thomas. Elle savait aussi que Thomas serait présent à l'événement. Son partenariat avec Camille avait fait de lui une présence constante dans les principaux événements du secteur. Le soir de la conférence, Élise monta sur scène vêtue d'un ensemble qu'elle avait elle-même dessiné et fait confectionner par une couturière indépendante qui était devenue sa cliente. C'était une pièce élégante, professionnelle, qui communiquait l'autorité sans ostentation. L'auditorium était plein, avec des gens assis par terre et d'autres debout au fond de la salle. Élise vit quelques visages familiers dans le public, journalistes, stylistes, entrepreneurs. Et au milieu de la foule, discrètement assis dans l'une des dernières rangées, Thomas. Élise commença son discours en racontant l'histoire de comment elle était entrée dans la mode, comment elle avait appris que créativité et stratégie commerciale n'étaient pas des forces opposées, mais complémentaires. Elle parla de l'importance des partenariats authentiques basés sur le respect mutuel et la reconnaissance équitable. La mode française a un potentiel extraordinaire, dit-elle, mais ce potentiel ne sera réalisé que lorsque nous apprendrons à valoriser toutes les personnes qui contribuent au succès d'une marque, quand nous cesserons de perpétuer l'idée qu'il existe un unique génie créatif derrière chaque succès. Élise parla pendant 40 minutes d'éthique des affaires, de l'importance de documenter les contributions, de comment structurer des partenariats qui protègent tous les impliqués. Elle parla sans rancœur, sans mentionner de cas spécifiques, mais en rendant clair qu'elle avait appris ses leçons par expérience personnelle. Quand elle termina, l'ovation fut longue et enthousiaste. Élise vit des personnes se lever, applaudissant non seulement ses idées, mais aussi son courage de parler de sujets que beaucoup préféraient garder en coulisses. Après la conférence, Élise fut entourée de personnes voulant lui parler, échanger des contacts, proposer des partenariats. Ce fut au milieu de ce cercle de réseautage que Thomas s'approcha. « Élise, puis-je te parler une minute ?» Élise s'excusa auprès des personnes qui conversaient avec elle et s'éloigna avec Thomas vers un coin plus discret de l'espace. « Ta conférence était incroyable !» dit Thomas, et Élise remarqua qu'il était sincèrement impressionné. « Tu as toujours été intelligente, mais aujourd'hui tu étais brillante. »« Merci, répondit simplement Élise. »« Élise, je voulais te demander pardon. » Élise le regarda avec surprise. Elle n'attendait pas cette conversation, surtout pas ici. « Pardon pourquoi ? Pour ne pas avoir reconnu ta contribution quand j'aurais dû, pour t'avoir traité comme si tu étais remplaçable,
alors que tu étais fondamental, pour avoir été égoïste quand j'aurais dû être partenaire. Élise resta silencieuse, un moment traitant ses paroles. Thomas, j'accepte tes excuses, mais tu sais que ça ne change rien, n'est-ce pas? Je sais, je voulais juste que tu saches que je reconnais ce que j'ai fait et que j'admire beaucoup ce que tu as construit. Élise acquiesça. Comment va Lucas? Demanda Thomas. Il va bien, il grandit vite, commence à ramper. J'aimerais le voir plus souvent, si tu le permets. Élise l'étudia un moment. Thomas semblait sincère, mais elle avait appris à ne pas se fier uniquement aux apparences. Thomas, être père n'est pas une question de visites sporadiques quand tu as du temps dans ton agenda. C'est une question d'engagement constant, d'être présent dans les moments difficiles, pas seulement dans les moments qui t'arrangent. Je sais, et je veux apprendre à être ce genre de père. Alors tu dois le prouver par des actions, pas des mots. Thomas acquiesça. Je peux commencer? Élise hésita un moment puis sourit. Tu peux commencer. 2 ans passèrent depuis cette conversation à la Fashion Week. Thomas tint parole et devint un père présent dans la vie de Lucas, lui rendant visite régulièrement et participant aux décisions importantes concernant son éducation. Il ne devint jamais le père qu'Élise avait rêvé qu'il serait quand elle avait découvert sa grossesse, mais il devint un père adéquat, responsable, qui se souciait sincèrement du bien-être de son fils. Son partenariat avec Camille dura plus longtemps qu'Élise ne l'avait prévu, presque 3 ans, mais finit éventuellement de la façon qu'elle avait anticipée. Thomas trouva une opportunité encore plus grande à Milan, un partenariat avec une marque italienne de luxe qui voulait un directeur créatif français. Pour accepter ce poste, il devait déménager en Italie et se consacrer entièrement au nouveau projet. Camille, qui avait construit sa vie et sa carrière à Paris, ne voulut pas l'accompagner. La séparation fut moins dramatique que celle d'Élise et Thomas, plus une dissolution commerciale qu'une rupture émotionnelle, mais suivit le même schéma. Thomas privilégia l'opportunité professionnelle sur le partenariat personnel. Élise apprit le déménagement de Thomas à Milan par Lucas, qui à l'époque avait 3 ans, et apprenait à articuler ses sentiments sur le fait d'avoir un père qui habitait loin. « Papa est parti voyager très loin », dit Lucas un après-midi, jouant avec ses jouets dans le salon du nouvel appartement d'Élise. « Oui, il est parti », acquiesça Élise, « mais il reste ton papa, même de loin, et il viendra te rendre visite chaque fois qu'il le pourra. » C'était une version simplifiée de la vérité, adaptée à un enfant de 3 ans. La version complète, que Thomas avait choisie une fois, de plus de privilégier sa carrière sur les relations personnelles, attendrait que Lucas soit plus âgé. Élise ne ressentait pas d'amertume face à la décision de Thomas. En fait, elle ressentait une sorte de soulagement. La présence intermittente de Thomas dans la vie de Lucas avait toujours créé une dynamique compliquée, où elle devait gérer les attentes de l'enfant sur quand son père serait disponible. Avec Thomas à Milan, une routine plus prévisible s'établit. Des appels vidéo hebdomadaires et des visites pendant les vacances scolaires. À 32 ans, Élise avait construit une vie qui dépassait ses attentes les plus optimistes du temps où elle était en couple avec Thomas. Sa consultation s'était étendue pour inclure une école de commerce de la mode, où elle enseignait aux jeunes entrepreneurs comment structurer leurs entreprises de façon éthique et durable. Lucas grandit dans un environnement entouré de créativité et d'entrepreneuriat, mais aussi de valeurs solides sur le partenariat, l'honnêteté et le respect mutuel. Élise tenait à lui raconter des histoires sur la collaboration, sur l'importance de reconnaître le travail des autres, sur comment construire des relations basées sur la confiance. L'après-midi où il fêtait ses 5 ans, Lucas demanda à Élise pourquoi elle n'avait pas de petit ami comme les mères de certains de ses amis. « Tu veux que j'aie un petit ami ?» demanda Élise, curieuse de sa perspective. Lucas réfléchit un moment avec le sérieux caractéristique des enfants quand ils traitent des concepts complexes. « Je veux que tu sois heureuse, » dit-il finalement. « Si un petit ami te rend heureuse, je veux. S'il ne te rend pas heureuse, je ne peux. » « Veux pas ?» Élise sourit, impressionnée par la maturité émotionnelle de son fils. « Et si je suis heureuse, juste nous deux ?»« Alors c'est bien, » répondit Lucas, retournant à ses jouets. C'était une réponse simple, mais qui résumait parfaitement la philosophie de vie qu'Élise avait développée au cours des dernières années.
Le bonheur n'était pas une formule fixe qui fonctionnait pour tout le monde. C'était quelque chose que chaque personne devait découvrir et construire à sa façon. Élise avait découvert que son bonheur venait de la combinaison de maternité épanouie, de travail significatif et de relations authentiques avec des personnes qui la valorisaient pour ce qu'elle était vraiment. Si une relation amoureuse apparaissait et s'intégrait naturellement dans cette structure, elle serait bienvenue. Mais elle n'était plus disposée à sacrifier la vie qu'elle avait construite pour accommoder quelqu'un qui ne comprendrait pas ou ne respecterait pas ses priorités. Le soir de l'anniversaire de Lucas, après qu'il se fût endormi, Élise s'assit sur le balcon de l'appartement qu'elle avait acheté l'année précédente, un espace lumineux et accueillant dans un immeuble de Saint-Germain-des-Prés, avec vue sur la ville qui était véritablement devenue la sienne. Elle regarda les lumières de Paris s'étendant jusqu'à l'horizon et réfléchit au chemin parcouru depuis cet après-midi pluvieux où elle avait rencontré Thomas dans l'atelier du Marais. Ça avait été un parcours douloureux à de nombreux moments, mais aussi transformateur de façon qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. La femme qui était tombée amoureuse de Thomas était talentueuse et déterminée, mais aussi peu sûre d'elle et prête à accepter des miettes de reconnaissance. La femme qu'elle était devenue était tout aussi talentueuse et encore plus déterminée, mais aussi confiante en sa propre valeur et plus disposée à accepter moins que ce qu'elle méritait. Élise ne regrettait pas d'avoir aimé Thomas, ni même d'avoir construit une vie avec lui. Cette expérience lui avait donné Lucas, qui était la lumière de sa vie, et lui avait aussi enseigné des leçons fondamentales sur elle-même et sur ce qui comptait vraiment. Mais par-dessus tout, elle lui avait appris que l'amour véritable, qu'il soit romantique, familial ou professionnel, ne diminue pas les personnes. Il les développe, les renforce, les aide à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Thomas n'avait jamais réussi à offrir ce type d'amour et Élise avait mis du temps à le comprendre. Mais maintenant, elle comprenait et elle construisait. Une vie basée sur des relations qui la nourrissaient au lieu de drainer son énergie. Tandis qu'elle observait la ville qui pulsait là-dehors, Élise ressentit une profonde gratitude pour la femme qu'elle était devenue. Ce n'était pas une gratitude amère, née du dépassement des difficultés. C'était une gratitude authentique pour la vie pleine et authentique qu'elle avait réussi à construire. À 5 ans, Lucas montrait déjà des signes de la créativité de son père et de la détermination stratégique de sa mère. Mais plus important, il montrait une gentillesse naturelle et une capacité à voir les personnes pour ce qu'elles étaient vraiment. Élise savait que, quelle que soit la carrière que son fils choisirait, il serait le genre de personne qui construit au lieu de détruire, qui reconnaît au lieu de diminuer, qui aime au lieu d'utiliser. C'était la meilleure vengeance qu'elle pouvait avoir contre le schéma de comportement de Thomas. Élever un être humain qui représentait tout ce qu'elle avait valorisé et que Thomas avait été incapable d'offrir. L'histoire d'Élise avait commencé par un amour qui semblait transformateur, mais qui s'était révélé limitant. Elle s'était terminée par un amour de soi qui était véritablement transformateur, et avec la possibilité infinie de construire des avenirs basés sur l'authenticité, le respect mutuel et un véritable partenariat. C'était une fin qu'elle n'aurait pas pu imaginer quand elle était une jeune femme de 26 ans courant sous la pluie pour un entretien d'embauche. Mais c'était la fin qu'elle méritait, et qu'elle avait eu le courage de construire même quand personne ne croyait que c'était possible. Paris continuait à pulser là-dehors, pleine d'histoires comme la sienne, des personnes qui avaient perdu pour pouvoir trouver, qui avaient été diminuées pour pouvoir grandir, qui avaient aimé de façon erronée pour apprendre à aimer correctement. Et Élise sourit, sachant que son histoire n'était pas terminée. Elle commençait simplement la phase suivante, avec toute la sagesse acquise et toutes les possibilités encore à explorer.